C'est parti, concentration, elle joue gros. Émilie, c'est maintenant. Ça passe. World champion representing France, Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer. C'est fini. C'est terminé, bravo Marie-Pierce, elle a gagné, elle l'a Il va mérité. falloir y aller. Elle y va peut-être. Et c'est elle qui marque le 23e but français. Avant de commencer, nous tenons à souligner que les informations que nous partageons dans ces épisodes sont destinées à des fins générales uniquement et ne sont pas destinées à remplacer les conseils médicaux des professionnels. Si vous avez des préoccupations ou un problème quelconque, nous vous recommandons de consulter un professionnel de la santé qualifié pour obtenir des conseils personnalisés. Nous ne saurions être responsables de toute action ou omission que vous pourriez entreprendre en fonction des informations fournies dans ce podcast. Salut Marion, merci d'être avec nous, enfin avec moi, parce que du coup malheureusement Barbara n'est pas là. Comment ça va pour toi ? Bonjour Manon, ça va super bien, merci. Merci pour ton invitation. Avec plaisir. Donc je vais t'introduire un petit peu, mais je pense que tu vas compléter ce que je vais dire. Donc tu t'appelles Marion Rabelin. Tu travailles en Belgique, à Bruxelles plus exactement, dans une clinique qui s'assimile au libéral en France, donc, où tu traites notamment des femmes sportives qui ont le désir de faire une maternité, ou qui sont enceintes, ou qui ont accouché. Donc tu es très portée sur la grossesse et le sport, et une de tes grosses cordes à ton arc, c'est aussi que tu es spécialisée dans la course à pied, notamment tu es speaker à la clinique du coureur sur le cours 1.9, dont je ne me rappelle plus exactement l'intitulé, mais c'est la course à pied au féminin, me semble. Exactement. Ouais. Et voilà, donc est-ce que j'ai fait le tour ? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ton parcours ? On va dire que associé à ces deux parties de ma vie, je fais une thèse de doctorat aussi. Ah oui, c'est pas négligeable. Et tu fais une thèse sur quoi alors ? J'ai démarré en gros mon questionnement concernant la course à pied pendant la grossesse. Donc ça a démarré en gros à la suite de ma deuxième grossesse, pendant ma deuxième grossesse en 2016. Je pratique depuis toujours la course à pied et à ce moment-là, dans ce désir de deuxième grossesse, j'avais repris quand même assez intensément l'entraînement. Donc entre ces deux grossesses, mon niveau s'est vraiment amélioré. Et donc, quand je suis tombée enceinte de mon fils en 2016, je n'imaginais pas arrêter la course à pied. Et pourtant, ma gynécologue m'avait formellement interdit de courir pour ma première grossesse et je l'avais vraiment écoutée. C'est-à-dire, en 2013, je tombe enceinte de ma fille, je pratique le triathlon et elle me dit voilà, stop la course à pied. Donc je l'ai écoutée, j'ai dit effectivement, je n'y connaissais rien. Elle me dit les sauts c'est pas bon pour le bébé, ça augmente la contractilité utérine, ça secoue votre enfant, c'est pas bon pour lui, c'est pas le moment de courir quoi. Et donc je l'avais écoutée en 2013 et donc quand je suis revenue en 2014 à un bon niveau, notamment sur le 10 km, 10 km, semi-marathon, je ne m'imaginais pas arrêter tout ça pour Karl. Et donc, en 2016, quand de nouveau ma gynécologue m'a dit « Écoute, maintenant, t'arrêtes de nouveau », là, j'ai dit « Écoutez, je vais quand même me renseigner parce que je ne m'imagine pas arrêter ». Et je tombe sur les travaux de Caribot, qui a été finalement pour moi une révélation qui m'a complètement rassurée. Il disait que voilà, une grossesse sans contre-indication, vous pouvez continuer à courir, pas de stress quoi. Et donc je suis venue avec ces papiers, vraiment à gynéco. J'adore, elle a dû apprécier. J'avais imprimé la littérature, ces 3 papiers de 2016. Je lui avais dit, vous voyez, il n'y a rien qui dit que je peux pas. Et elle m'a dit, d'accord, c'est vous qui voyez, mais vous assumez les conséquences. Elle était vraiment très rassurante. Ouais, c'est un peu culpabilisant comme discours quand même, hein. C'est pas facile. Ouais, et donc donc je me suis dit, c'est quoi ce discours ? Et puis j'ai eu beaucoup dans ma grossesse, il y a eu pas mal de petits moments où elle m'a stressée. Enfin bref, pourtant tout s'est bien passé. J'ai accouché normalement un petit garçon qui allait très bien, qui va très bien. Il a 6 ans maintenant. Et du coup, je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut aider les femmes, il faut que je fasse quelque chose parce que finalement, je suis pas la seule à vivre ça. Et j'ai envie
voilà, de me mettre au service des femmes. Parce qu'à ce moment-là, je travaillais vraiment déjà beaucoup en kiné du sport. Je bossais dans un centre assez connu près de l'hôpital universitaire Saint-Luc. Donc, on était dans une clinique associée à l'hôpital. Donc, c'était beaucoup de traumatos, beaucoup de coureurs pour moi et coureuses. Mais voilà, je me suis dit après, j'ai envie de m'intéresser un peu plus au sujet de la maternité. Et donc, j'ai démarré un petit peu de mon côté mes recherches. Et en 2018, j'ai démarré en gros mon premier sujet de thèse. C'était la condition Yeah! physique chez la femme enceinte. Et finalement, avec le Covid, Oui. j'ai été bloquée au niveau également de mon comité éthique. On va dire qu'à l'UCL, c'était assez compliqué d'obtenir une validation, de faire un test à l'effort sous-maximal chez des femmes enceintes. Et aussi la difficulté de recruter avec le Covid. Il y avait une période très anxiogène, surtout Ouais, c'est pour vrai. les femmes enceintes, c'était vraiment le chaos pour elles. On ne savait pas quoi faire. Enfin bref, entre le vaccin, entre l'activité, entre l'exposition aux thérapeutes. Mmh. Donc j'ai changé de sujet. Et en 2019, quand je suis entrée avec la clinique du coureur, on a développé l'algorithme de la reprise de la course à pied avec Douanka Gendreau et les autres collègues du Canada. Et je me suis dit que finalement, c'était plus approprié de développer plutôt cette partie-là du postnatal, beaucoup plus simple à mettre en place aussi. Mais j'avoue que je garde en tête quand même ce sujet d'expertise on en parlera probablement aujourd'hui, mais de développer plus la recherche sur l'activité physique pendant la grossesse, pour les athlètes de haut niveau, pour les femmes sédentaires, pour les actives. Enfin voilà, je pense qu'il y a encore un gros trou, Mmh. une grosse limite dans cette partie pourtant tellement importante finalement. Complètement. Mais donc voilà, donc depuis 2019, c'est plutôt cette thèse aussi qui me prend quand même pas mal de temps, comme toi, Manon. Ouais. Et donc voilà, je compléterai avec ce parcours en plus de recherche. Et qui n'est pas des moindres. Effectivement, je pense que les gens se rendent pas tout à fait compte de la thèse, tout ce qu'il faut faire juste avant d'avoir le financement, parce que du coup, si je ne m'abuse, tu es dans la période où justement il y a des choses qui sont déjà enclenchées, mais tu attends un peu l'aval de, l'université ou des personnes qui vont, soutenir ton projet. C'est bien ça? Mmh. C'est ça, tout à Et fait. du Il coup, y a c'est encore, à l'université de de Bruxelles. Donc de Bruxelles? OK, je fais ma thèse à l'ULB, ouais, OK, l'Université libre de Bruxelles. ouais. Et c'est hallucinant parce que du coup, on dit que c'est des thèses en 3 ans, mais en fait, il y a déjà 1 an et demi, 2 ans où tu réfléchis au protocole. En fait, on peut pas se présenter la fleur au fusil dans une université en disant: «Hey, je veux faire une thèse!» Donc il faut avoir un projet qui est quand même, déjà soutenu par des experts quasiment Mmh mh. et Mmh. surtout, des choses qui soient réalisables. Donc effectivement, sur la femme enceinte, on a beaucoup de choses à dire, mais c'est vraiment une partie qui est hyper difficile à analyser parce que l'espèce de principe de précaution qui est très bien en médecine, primum non nocere, ce principe-là, à chaque fois, c'est celui qu'on oppose en fait aux femmes enceintes en se disant: «Bah, on sait pas, donc dans le doute, on va rien faire». Ouais, mais en fait, Ouais, tout à ce sont fait. des femmes Ouais, qui tout à fait. qui doivent vivre leur vie, en fait, donc ce serait bien qu'on leur apporte des réponses à un moment donné et moi, je soutiens énormément ton travail parce que je me doute, Mmh. de la complexité à laquelle tu dois faire face, en fait, par rapport au protocole, par rapport à tout ce qu'on demande, quand on fait de la recherche, ouais. Ah oui, et puis quand j'ai démarré en plus ce sujet de l'activité physique enceinte, je me suis présentée au chef de service en gynécologie Ouais. à l'UCL. Donc c'est l'autre hôpital universitaire, c'est l'hôpital qui est rattaché à l'UCL, donc c'est l'Université catholique de Louvain. Mmh mh. Et quand me suis présentée face au chef de service, je lui ai expliqué le projet de recrutement. Ouais. Et quand j'ai juste prononcé les 3 mots activité physique durant la grossesse, il m'a regardé vraiment, il a écarquillé les yeux. J'étais mais tellement mal, j'ai failli faire un malaise. Je me suis Et lui dit aussi j'ai peut-être? dit Ah mince! j'ai dit: «Mais qu'est-ce que je viens de dire comme connerie, en fait?» Et là, il me répond: «Pourquoi?» Il me répond: Oh «Pourquoi? la vache! Pourquoi l'activité physique pendant la grossesse? Pourquoi pas attendre le postnatal, mademoiselle?» qui me Oh sort. là là! Et finalement, l'échange a été très bref, mais c'est vraiment véridique. En à peine 3 minutes, je crois, donc parce que je commençais à lui exprimer que, bah, voilà, les recommandations d'activité physique et tout, mais en fait, il était complètement ailleurs. Il était vraiment quelque part, il était, ça l'a désintéressé complètement, voilà. D'accord. Et
après 2 minutes, il s'est levé et il m'a dit, «Je suis attendue en césarienne» et il est parti. Ah ouais, chaud. Et c'est là où ah ouais, là, je me suis pris vraiment une grosse claque parce Ah, qu'en plus, j'imagine. c'était comme un gros enfin, je veux dire, il y a énormément de naissances par année, hein, dans cet hôpital. On est à des milliers de naissances, hein, donc quand même. Hem Et je me dis: «Mais la prise en charge de ces femmes, en fait, finalement, qui reflètent quelque part aussi l'esprit Mmh. du chef de service». J'étais inquiète, enfin, j'étais en train de me dire: «Mais en fait, finalement, je vais jamais m'en sortir si je me retrouve à chaque fois avec des murs, Ouais. comme celui-là». Et puis ensuite, c'est là où je me suis dit: «Bon, je pense que, On va changer de peut-être fusil peut-être que d'épaule. j'ai lâché, peut-être qu'à ce moment-là, j'ai été un peu trop vite découragée». Mmh. Mais je pense qu'il y a eu voilà, les circonstances, de la avec la clinique du coureur qui m'a permis de, plutôt rebondir sur le sujet du postnatal. Mmh. Mais pour te dire un peu, voilà, les freins, J'imagine. directs face à un chef de service qui est conscient qu'il y a de la littérature scientifique, que je n'ai pas proposé finalement juste de venir faire une petite étude. Enfin, il y avait une Mmh. opportunité derrière, finalement, même pour son hôpital, pour Mmh. rayonner, pour avoir Exactement. de la littérature, pour, une expertise dans son service. Parce que finalement, l'UCL, c'est quand même aussi un hôpital d'excellence pour certains pôles, hein, notamment, la neuropédiatrie, la chirurgie vasculaire, cardiovasculaire, enfin, donc Ouais, voilà, il y avait des choses à finalement, faire. peut-être que c'était la mauvaise personne. C'est ce que Bah, je en me tout cas, dis. l'essentiel, c'est que tu retombes sur tes pattes et je suis persuadée que de commencer par le postpartum, tu arriveras à retourner ton fil et à venir travailler sur la grossesse à un moment donné. D'ailleurs, au JFK, c'est un sujet que tu nous as présenté, mais on reviendra dessus. Pour faire un petit tour d'horizon pour nos auditeurs qui sont pas forcément familiers avec, on va dire, les troubles qui pourraient avoir, lieu et quelles sont les inquiétudes qui sont, portées sur la femme enceinte qui ferait de l'exercice. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer peut-être, ce qui est redouté, en fait, par ces experts justement, pourquoi tu as eu des murs et cetera? Tu vois, par exemple, ce qui était dit et les fameuses, donc j'estime beaucoup Caribo aussi, qui est vraiment une chercheuse, incroyable sur la sphère, pelvis-périnéo et qui est malheureusement pas trop traduite en français encore, mais c'est vraiment Non. une experte, incroyable et du coup, voilà, est-ce que tu pourrais nous refaire un peu l'état des lieux de ce qui les idées reçues, disons, dans le Mmh. sport et la grossesse et ce qui est réellement marqué dans les recommandations, anglophones. Finalement, ce qu'on peut observer, comme tu disais, tout à l'heure, c'est que le principe de précaution prédomine encore, malheureusement, pour l'activité physique lors de la grossesse. C'est-à-dire que, hem, les gynécologues préfèrent, en tout cas pour ceux qui ne sont pas convaincus de l'activité physique, hein, on sait qu'il y a les biais, les croyances, que vont avoir certains, professionnels de santé qui, malgré finalement un discours tel que: «Oui, il faut rester actif pendant la grossesse», vont plutôt avoir, tendance à se dire: «Bah, moi, je préfère pas prendre un seul risque, Mmh. et je préfère dire aux patientes, bah, finalement, de diminuer son activité physique ou même de ne même pas le souligner». C'est-à-dire une patiente sédentaire, on démarre rien du tout et on continue sa grossesse. Donc je pense qu'il y a aussi ce principe de précaution qui finalement, maintenant, on a pu, observer les complications au niveau de l'activité physique. Ce qui a pu être retrouvé, c'est, une complication sur plus de 50 000 heures d'activité physique pratiquée. Ouais, c'est rien. Heu, Bah, voilà, Statistiquement, c'est pas grand-chose. donc il y a Ouais. pas grand-chose et puis les complications qui sont observées, ce sont des complications mineures, Mmh. tu vois? Donc mais malgré ça, malgré cette stat, Mmh. on va la majorité va préférer se dire: «Bah, non, je préfère même pas prendre finalement ce risque». Parce que voilà, ça reste, je pense aussi une protection encore, qui reste, peut-être prédominante dans leur esprit, à protéger la femme enceinte et le bébé, alors que finalement, on observe maintenant que ce principe va vraiment être un risque Mmh. pour les femmes. Les femmes qui ne bougent pas assez pendant leur grossesse vont être, beaucoup plus, vont être les victimes en fait Mmh. de cette sédentarité comme on connaît, enfin finalement la sédentarité qui est, le fléau pour tout le monde et on va dire pour la femme enceinte et pour le bébé à venir. Ouais, complètement. Une femme sédentaire, pendant sa grossesse qui, finalement ne va pas, va avoir plus de risques de développer du diabète gestationnel donc Mmh. le diabète on sait que c'est aussi
un souci concernant, notamment, la prise de l'insuline qui est un facteur de croissance fœtale. Mmh. Donc les mamans qui ont du diabète ont plus de risques d'avoir un bébé qui naisse macrosome, un bébé qui naisse avec plus de 4 kilogrammes. Mmh. Ce sont des bébés qui vont avoir finalement, plus de risques de développer des pathologies cardiovasculaires, du Mmh. diabète, de l'obésité quand ils seront enfants, adultes. Et je pense que si on a ce regard, finalement, moi, quand je lis de la littérature, je suis tellement effrayée encore de voir que les médecins n'insistent pas, les gynécos n'insistent pas assez sur le fait de bouger pendant la grossesse, parce que C'est finalement, clair. c'est l'enfant à venir aussi qui va être la victime de cette sédentarité. Mmh. En fait, Euh, ce que je trouve aussi qui est dommageable, c'est que des fois, les médecins sont pas alertes entre la nuance entre faire du sport et faire de l'activité physique. Tout à Donc en fait. fait, en France, on n'est même pas au stade d'activité physique. Donc pour rappel, l'activité physique, ce serait des activités qui sont considérées comme moins intenses. Et en fait, là, on parle même pas de sport, c'est juste que faire bouger les femmes enceintes, il y a des médecins qui y sont encore opposés et ça, c'est un problème parce que Mhm. statistiquement, tu as plus de chances de faire un problème si tu es dans ton canapé que si tu allais faire 3 tours du pâté de maison où potentiellement tu pourrais trébucher du trottoir et te faire une entorse. Bah, finalement, enfin, les problèmes bien moins graves d'avoir une entorse que de développer des troubles cardiovasculaires, du diabète, et cetera. Donc Mhm. Oui, il y a c'est cette toujours nuance-là. ce ratio Mmh. bénéfice-risque Ah ouais, complètement. qui devrait être appliqué aussi et rappelé Mmh. beaucoup plus finalement à ces praticiens. Maintenant, les réticences qu'on peut observer chez ces professionnels, c'est aussi finalement la méconnaissance du sujet. Bien sûr. Mmh. Ils ont vraiment un très gros cursus. Je veux dire, c'est très lourd, la Ah oui, non gynécologie mais obstétricienne, l'obstétrique, c'est vraiment très, mmh. très intense. Maintenant, ça reste aussi, je pense que tu as pu, peut-être que tu le sais aussi dans différents hôpitaux, mais il y a des protocoles qui existent dans certains hôpitaux et donc il y a des hôpitaux qui vont aller proposer, parce que c'est dans le protocole, des séances d'activité physique aux femmes enceintes. Mmh. Super. Mais notamment dans l'hôpital où j'ai été, face à un mur, Ah oui. notre il y a de l'activité physique, mais attention, l'activité physique, hem, quelque part, c'était simplement les prémices. Donc ils proposaient Ouais. de l'aquagym, mais avec des places limitées, Oui. et finalement, ils ont pas mis en place des vraies séances de sport ou d'activité physique, enfin, on va dire, de façon régulière, ouverte à toutes, avec une grosse capacité. Je veux dire, c'était En fait, c'est exactement ce que je te disais, c'est que déjà l'activité physique, ce serait pas mal, mais qu'en fait, il faut aller un petit peu plus loin pour, bah, par exemple, toi, t qui étais athlète quand même, enfin, tu as pas précisé ton temps de 10 kilomètres, mais il est quand même très bon, n'est-ce pas? Tu faisais combien déjà? Ouais, alors on va dire en meilleur temps que j'ai pu faire, depuis mes grossesses, c'est plutôt, 1h20 aux 20 kilomètres de Bruxelles, qui est une course, assez, enfin on est 40 000 coureurs sur cette course. Bravo, Donc, c'est une bravo. bonne, Une belle perf. ouais, Donc, c'était une en belle fait, oui, perf. c'est cet Ouais, écart qu'on a oui. entre la femme sédentaire, qu'on voudrait déjà mettre à l'activité physique parce que ça a énormément de bénéfices et après il y a un autre gap, en fait, entre l'activité physique et le sport pour, tous les sportifs qui voudraient, bah, limiter leur risque de retour au sport avec des blessures et cetera et toi, c'est vraiment ton domaine d'expertise, c'est qu'au-delà de tout ce qu'il y a à faire sur l'activité physique, tu t'es attaqué à l'autre bout de, bah: «Bonjour, on aimerait, je suis sportive et j'aimerais faire du sport, vraiment du sport, ouais, ouais, pas de l'activité physique, pas de la marche, pas de l'aquagym, la même, discipline que les femmes faisaient pendant leur vie normale. Tout à Mais, fait. mais et du coup, c'est un sacré morceau parce que tu heurtes déjà à cette espèce d'incompréhension vis-à-vis de l'activité physique où certains n'ont pas encore, intégré les recommandations vis-à-vis de l'activité physique dans leurs bonnes pratiques. Et on ne jette pas la pierre aux médecins, on est conscient que le système de soins, est difficile et qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre. Mais effectivement, les recommandations, c'est quand même de bouger pendant la grossesse, et on reviendra, je pense, sur ces recommandations en termes de chiffres. Et du coup, toi, tu t'attaques à, faisons du sport, vraiment quand on est enceinte. Oui, oui, mais c'est ça, n'ayons pas peur de finalement, je démarre mes conférences en ce moment avec cette petite phrase. Voilà, durant la grossesse, ne modifiez pas votre activité physique. J'aime beaucoup cette il y a pas de raison de modifier mais voilà, pas de raison de modifier sauf si tu es athlète de haut niveau et que tu t'entraînes avec des très hautes intensités et encore, tu vois? Même Mmh. la haute intensité n'a pas été étudiée. Bah non! Après, c'est difficile parce que comme tu le disais, il y a des médecins qui sont ultra culpabilisants et qui vont laisser les femmes avec ça en disant: «Eh bah, vous vous débrouillez, hein». C'est-à-dire que s'il se passe un truc et bah, vous aurez Exactement, que vos 2 tout à yeux pour fait. pleurer et c'est Ah très oui, dur non. de se dire: «Est-ce que je me fais confiance? Est-ce que je prends le risque?» Au JFK, il y a quelqu'un qui a parlé de bébé précieux
Je connaissais pas ce terme et je trouvais ça joli et c'est vrai que finalement, quand c'est un bébé qui a été attendu, désiré avec, une Mmh. PMA et cetera, tu Oui. tu vois les choses un petit peu différemment. Mais est-ce qu'on peut peut-être faire le tour d'horizon sur ce qu'on ne veut pas qu'il se passe éventuellement? Quels seraient les signes qui indiquent qu'il se passe quelque chose de pas bien pour la maman, pas bien pour le bébé? Tu vois, quels sont les guidelines pour, continuer à pratiquer son sport? Est-ce qu'il y a des Tu parles des critères d'arrêt pendant l'activité physique ou plutôt les sports qui seraient Bah, les 2. moins Disons, recommandés? là, il y a des nous, c'est un épisode qui est assez attendu sur Femmes et Sport. On a eu beaucoup de Mmh. questions, en fait, en Ah oui? privé. Ouais, Ouais, sur, quand est-ce que vous faites venir une experte? Je prépare une grossesse, je voudrais savoir qu'est-ce ouais. que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire? Donc tu vois, qu'à la fin de ce podcast, les femmes puissent avoir une idée un petit peu générale de, Oui, oui, de oui, la tout à chose. fait. Je pense que ce qui est intéressant, c'est donc parler des recommandations aussi déjà. Mmh, Finalement, quand ta grossesse est sans contre-indication, hein, il y a des grossesses avec des contre-indications évidemment. Donc en tout cas, quand ta grossesse se passe bien, que tu n'es pas active, il est recommandé de te mettre à bouger pendant ta grossesse. Il mmh. faut, rapidement se mettre à l'activité physique, ne pas attendre 3 mois, hein. Il y a toujours cette aussi, on entend encore un peu ce mythe de «j'attends les 3 mois», hein, qui correspond au moment où on l'annonce, où, on se dit: «Voilà, Exactement. j'ai moins de chances de perdre mon bébé après 3 mois», ce qui est Ouais. vrai, hein. Mais en aucun cas l'activité physique pendant les 3 mois a été, finalement, hem, associée à la perte de bébé. OK? Donc ce qu'on a pu observer, c'est pendant les 3 premiers mois, chez les athlètes de haut niveau qui font un sport à un haut impact et à une intensité élevée. Donc les sports, par exemple la course à pied, ce n'est pas un sport à impact élevé. Ça, on ne le précise pas assez suffisamment, mais quand vous allez faire votre jogging, vous n'êtes pas dans un sport à impact élevé. Si Mmh. vous faites des intervalles sur piste, C'est différent. c'est différent. Voilà, mais il faut pas il y a aussi encore, hein, Ouais, complètement. cette, cette incompréhension aussi au niveau de certains sports. Donc si vous êtes enceinte, 1er trimestre, vous n'êtes pas active, vous démarrez une activité physique, celle qui vous fait plaisir. Grave. Si vous êtes une crossfiteuse, on va pas commencer à vous, proposer de la natation si vous n'aimez pas nager. Enfin, je veux dire, il faut Restons rester pragmatiques. Ouais, le voilà, but, c'est restons qu'on reste pragmatiques. actif et on va pas t'amener sur de la danse, si c'est pas du Voilà, tout un truc que tu aimes. Si tu aimes voilà. pas aller dans l'eau, on va pas te proposer de l'aquabike Non, et tout est voilà. adaptable, en fait. Mmh. Exactement, tout est adaptable. Voilà, c'est exactement ça. Vous quantifiez bien votre activité physique, vous suivez, donc je vais vous parler après des les différents critères d'arrêt, mais en tout cas, vous démarrez rapidement. On parle en général dans les recommandations, on parle de 15 à 30 minutes par jour d'activité Mmh. physique et l'intensité doit être modérée pour rentrer dans les recommandations. Donc, OK. comment est-ce que je sais si je suis dans une intensité modérée? Il va y avoir différents tests. Il y a le OK. test de la parole, qui OK. selon moi n'est pas le plus intéressant pour être vraiment dans une intensité modérée, parce que si tu papotes avec ta copine pendant ton activité physique, bah, tu es peut-être en intensité légère. Oui. OK. On sait que tu es pas en intensité élevée, ça c'est sûr quand tu parles, mais finalement l'intensité le test de la parole ne va pas être le plus fiable. La fréquence cardiaque aussi, ça c'est assez discuté. Je pense que ça peut être utilisé, chez les patientes qui sont habituées à utiliser la Mmh. fréquence cardiaque. Maintenant, on sait que la fréquence cardiaque cible, donc celle qu'on devrait normalement atteindre, ne peut pas être, évaluée pendant la grossesse puisque notre fréquence cardiaque de repos est élevée. Elle est plus élevée que la norme. Ouais, donc tu Donc es tu serais encore en facilement dessous des FC qu'on demanderait. exact, exactement. Alors attends, juste pour clarifier un peu, le test de la parole, il va nous permettre de dire si tu peux plus parler, c'est que c'est trop. On est d'accord, hein? Mais le problème, c'est que, si tu peux parler, tu peux être aussi trop en dessous de ce qu'on aimerait que tu fasses. Exactement, tout D'accord. à fait. Ouais, Pour l'AFC du coup, si elle est trop élevée, finalement, c'est pas un bon indicateur parce que, on sera pas dans le pourcentage, parce que généralement quand on veut faire de l'intensité, on essaye de cibler donc les personnes qui sont habituées à travailler avec un oui, fréquence-mètre. On dit: «Voilà, tu fais une séance à 90 de ta AFC, 80 60 et cetera» et c'est vrai que du coup, si cette base est déjà plus élevée, finalement, c'est pas un bon indicateur non plus. exactement. Il y a eu un tableau pour les mamans qui démarrent, l'activité physique et un tableau de prescription de la fréquence cardiaque en fonction de l'âge, OK. qui peut être un traceur pour les femmes qui démarrent et il a été corrélé en gros avec une échelle de perception de l'effort, qui ça finalement, selon moi, reste l'outil le plus intéressant pendant la OK. grossesse. C'est-à-dire
de 0 à 10 ou de 6 sur 20. On utilise l'échelle de perception modifiée de Borg. Et en gros, on va proposer aux femmes d'être entre 12 et 13 sur 20 pendant leur activité physique, plutôt pour celles qui sont peu entraînées. Et les entraînées, on propose de monter à 15. Ok, super. Donc ça, déjà, je pense que ça, c'est intéressant d'avoir... vous pouvez montrer ce petit, On le petit mettra tableau. Voilà, tu le mettras. dans la barre Ouais. d'infos, dans les notes, tu me Donc l'enverras. finalement, 13 sur 20, l'activité physique, minimum 150 minutes d'activité par semaine. Et on propose également de faire du renforcement musculaire global, donc Ok. poids de corps, éventuellement quand on démarre, évidemment. Quand on fait du crossfit et qu'on est habitué à porter des charges lourdes, c'est pas la même considération. Mais en attendant, quand vous voulez démarrer pendant votre grossesse, sachez que les exercices à poids de corps, peut-être être accompagné pour effectuer finalement les bons mouvements, d'acquérir une bonne mobilité, une bonne exécution. On peut parler aussi du plancher pelvien, parce que finalement, Ouais, j'allais y venir. voilà. Effectivement, qu'est-ce qui peut se passer au niveau du plancher pelvien? Qu'est-ce que tu recommandes, toi? Ce qui se passe pendant la grossesse, c'est que le plancher pelvien, il va être un petit peu le premier à souffrir un petit peu de cette grossesse, hein. Ça, c'est évident. Pourquoi déjà, premier trimestre, il n'y a pas de rapport réel avec une prise de poids. C'est plutôt lié à l'imprégnation hormonale qui va être clairement présente dès les premières semaines de grossesse. Et il va y avoir une imprégnation qui va plutôt être localisée au niveau on va dire du complexe lombo-pelvien. Et donc finalement, notre plancher pelvien va être aussi, étant situé dans cette région, va directement avoir cette... j'aime pas dire ce relâchement. Ouais. Je préfère parler d'une mobilité. Ok. Une mobilité qui est un peu augmentée au niveau du plancher pelvien dès le début de notre grossesse. Et donc finalement, il y a des symptômes tels que des fuites urinaires, des lourdeurs périnéales, des urgences, ces nouveaux symptômes qui peuvent apparaître dès le premier trimestre, même s'il n'y a pas de prise de poids. Et qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce que c'est des facteurs indiquant qu'il faut réduire l'activité? Qu'est-ce que tu en fais en fait s'ils apparaissent? Alors, s'ils apparaissent, on va pas réduire l'activité directement, voilà. Et on va déjà, finalement, le plus intéressant, c'est de déjà comprendre que ce relâchement, il est quelque part inhérent à la grossesse et pas inhérent à une activité physique. Maintenant, il va y avoir différents cas. Il y a des femmes qui vont démarrer l'activité physique pendant leur grossesse et qui vont avoir des fuites urinaires. Donc, le sport va révéler finalement leurs symptômes, mais ne va pas être finalement le déclencheur. C'est pas l'effet de causalité directe. Donc, les femmes qui vont avoir des symptômes pendant leur grossesse, direct, on va voir un kiné spécialisé en rééducation périnéale pour réentraîner son plancher pelvien, avoir une conscience de son plancher pelvien déjà, et continuer son activité physique. Vraiment. Par contre, si le sport aggrave les symptômes, que ce soit pendant Après. ou jusqu'à après, là, on peut peut-être revoir un petit peu le type d'entraînement. Je vais d'abord changer peut-être l'intensité que le volume. D'accord. C'est finalement important de garder notre volume pendant la grossesse, parce qu'on sait qu'en plus, spontanément, les femmes, que ce soit des athlètes ou des récréatives, des compétitrices ou des récréatives, le volume va diminuer au fur et à mesure de la grossesse. Ouais. Donc, maintenons-le le plus possible. Éventuellement, si les symptômes perdurent, imaginons, je prends un exemple d'une coureuse qui me dit, moi, quand je fais mes séances sur piste, c'est là où j'ai mes fuites urinaires et j'en avais pas avant ma grossesse. C'est là, effectivement, où on va pas lui dire de continuer avec des fuites urinaires. Voilà. L'idée, c'est pas d'avoir ces symptômes pendant sa grossesse, c'est plutôt de lui dire écoute, on va peut-être diminuer ton intensité, et puis peut-être qu'elle va vous dire ouais, effectivement, quand je suis plus à 100% de la VMA, je suis à 95, quand je fais mes séries de 300, j'ai plus mes fuites urinaires et c'est quand même vachement plus confortable, et vous aurez plus de chances aussi de continuer votre séance pendant la grossesse parce que vous n'aurez pas de symptômes. Donc ça, c'est clair que c'est le message qu'il faut faire passer pendant la grossesse. C'est on ne va pas modifier son activité physique, sauf si on commence à avoir des symptômes abdominopelviens ou même musculo-squelettiques. Finalement, les femmes enceintes
rapidement peuvent se plaindre de douleurs abdominales, d'avoir de l'inconfort lombaire, d'avoir des douleurs pubiennes, Mmh. de ne pas avoir les mêmes sensations, puisque notre biomécanique va aussi changer assez rapidement. Donc c'est finalement être à l'écoute de ces symptômes et finalement aussi avoir un objectif de je veux me maintenir le plus longtemps dans ma grossesse, alors je ne dois pas avoir peur aussi de diminuer mon intensité. Mmh. Parce que de toute façon, si tu continues à t'entraîner avec un volume intéressant, en diminuant ton intensité, on a pu observer que les femmes arrivaient en dernier trimestre avec une VO2 qui se maintenait. Donc ça, c'est intéressant, c'est de savoir que finalement, pendant la grossesse, on peut encore maintenir notre Mmh. niveau. Et ça, c'est vraiment génial. Je trouve que Mmh. c'est un beau message de se dire que la grossesse, c'est pas une période d'arrêt, Oui, c'est une période de de maintien et transition, de d'ajustement, ouais. maintien, de Mmh. transition, voilà. Et parfois, pour les femmes qui sont pas actives, ce serait une phase De progression presque. Ouais. d'amélioration. Et Ah oui, ouais. d'amélioration de sa vie. Mmh. Et on rend tellement service après aussi à nos Bien enfants, sûr. aux enfants à venir Ouais. qui vont voir une maman qui a fait de l'activité enceinte Mmh. va avoir beaucoup plus de facilité de reprendre rapidement, plus rapidement l'activité physique avec son enfant. Donc faire plus de balades, être plus dehors, être au contact de la nature, Mmh. ou voir sa maman se sentir bien parce qu'elle a repris son activité. Enfin, je pense que Ouais, ouais. c'est vraiment un service qu'on rend à la société, Mmh. finalement. Moi, je vais jusqu'ici. Je pense que les enfants de demain, finalement, ils sont aussi quelque part façonnés déjà à la base pendant la grossesse. Mmh. C'est vrai. Donc Mmh. c'est vraiment, il n'y a pas de raison de modifier son activité physique, sauf si on est athlète de haut niveau et qu'on a des entraînements qui dépassent 90% de la fréquence cardiaque maximale. Si on a des symptômes Mmh. abdominopelviens, fuite urinaire, lourdeur périnéale, des urgences, donc des envies Ouais. pressantes, d'aller tout le temps envie de faire pipi par exemple quand je Mmh. fais mon activité, des douleurs musculo-squelettiques. Là, finalement, on va faire un suivi, on va voir Ouais. quelqu'un, c'est toujours mieux, aller voir vraiment des personnes, des professionnels qui sont spécialisés dans la Mmh. périnatalité. Et puis voilà, soyez vraiment, ayez confiance en votre corps. Mmh. J'ai pas mal de patientes tout à fait très sportives, vraiment qui ont vraiment des passifs j'ai une patiente qui fait de l'Ironman, enfin voilà, qui a une conscience de son corps très, très grande. Et effectivement, elle est rentrée dans un contexte de PMA et finalement, quand elle a su qu'elle était tombée enceinte, elle m'a dit: «Mais moi, je me suis sentie tellement vulnérable. Plus aucun désir, plus aucune envie vraiment de Ouais. m'entraîner, de me dire: "Maintenant, je mets un haut là, je préfère"». Bon, il y avait surtout la crainte, aussi de perdre son enfant, Bien mais sûr. elle préférait vraiment, elle faisait partie vraiment de cette population où trop de croyances, Mmh. qui ont complètement inhibé, finalement son besoin de faire de l'activité physique. Donc je lui ai simplement reparlé avec elle du minimum qu'il fallait avoir, finalement. Ouais. C'était notre deal. Je lui ai dit: «Écoute, il faut quand même Ouais. que tu aies ton minimum parce que je veux pas envie que tu me fasses une hypertension artérielle, ou quoi que ce Mmh. soit, ou prendre trop de poids et qu'à la fin on soit plus embêtés». Et puis finalement, voilà, on a décidé de pas courir je dis «on» parce que finalement Yes. c'est aussi une discussion, Ouais, bien sûr, c'est un c'est un contrat. contrat. Mmh. Une alliance. Exactement, Une alliance exact. thérapeutique quand elle est bien faite. Ouais. Une vraie, voilà, voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire? On va te faire un planning, ça va te Ouais. donner confiance, un feedback hyper étroit, un Mmh. on va semaine par semaine, ces Jour sensations. après jour. Ouais, Ouais, bien sûr. exactement. Et les jours quand on me propose aussi, je devais faire un peu d'intensité, aujourd'hui je le sens pas, c'est pas grave, je fais de l'endurance. Mmh. Complètement. C'est top. Et je vais t'amener un petit peu donc là, tu nous as fait un super, je trouve, rétrospectif sur la course à pied. Je t'amène un petit peu hors de ta zone d'expertise, concernant les sports collectifs. Est-ce qu'il y a des recommandations particulières? Je pense notamment au handball où c'est un Mmh. peu physique et cetera. Est-ce qu'on donne les mêmes indications? Est-ce qu'on justement, il y a d'autres choses à prendre en compte? Justement, j'ai des patientes handballeuses, Ah, et meilleur sport du monde, on le dit comme ça. tu dit quoi? Le meilleur sport du monde, Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. exactement. C'est vraiment, mais j'adore ce sport co. Je pense que je regrette de pas avoir fait, du sport collectif d'ailleurs, mais ça c'est encore c'est encore autre chose. Non, les sports co, alors le handball,
Écoute, un peu au même titre que le volley. Il y a plus de basket, enfin, Mmh. il y a plus de contact. Maintenant, il y a pas de contre-indication à pratiquer, en fait, pendant sa grossesse. Mmh. C'est aussi, finalement ce qu'on a pu, observer, c'est que les joueuses, à partir du 2e trimestre, quand le volume abdominal est un peu plus conséquent, et que dans le contact, il y a une crainte de recevoir heu, un coup, bah, on va observer quand même moins de joueuses, enceintes du 2e trimestre, pendant cette période. Maintenant, faut continuer les entraînements collectifs, faut aller au physique. Enfin, je pense que ça, c'est hyper important et Mmh. puis, la cohésion du groupe, se sentir encore, voilà, Mmh. inclus, Bien sûr. et puis ça nous booste pour revenir et puis, comme ça, on peut faire quand même son activité physique, peut-être avoir, les matchs en Mmh. moins au bout d'un moment, mais, tu sais, il y a des joueuses de basket, qui ont participé, une notamment, qui a participé, aux Jeux olympiques. Elle était enceinte, de 4 mois passés, je pense, 4 ou 5 mois. Elle avait pas encore Mmh. d'abdomen et puis, tout s'est bien passé, mais elle a quand même fait ses compètes, quoi. Donc elle a eu ses contacts, Ouais, elle est ouais. tombée, donc ça reste, c'est pas décrit, hein, qu'une chute va faire perdre ton bébé. Après, c'est plutôt Mmh. toi. C'est toi qui finalement prends le coup. Donc, quand on parle aussi de cette protection, comme tu dis, bébé précieux, faut savoir que le bébé, il est dans une poche avec du liquide, hein, le liquide amniotique, d'accord? Ce liquide amniotique, il rend l'utérus incompressible. Mmh. Incom Vraiment. Donc Mmh. votre bébé n'est pas écrasé quand vous vous pliez, je vois encore des patientes qui n'osent pas aller, ramasser quelque chose parce qu'elles se disent: «Bah non, je veux pas comprimer», et je me dis: «Mais tu vois la désinformation terrible quand même?» Donc effectivement, la course à pied, c'est encore ou les sports à impact, c'est encore une autre, peut-être une autre représentation qu'on se fait, du bébé dans la poche là. Mmh. Mais imaginez-le, cool, pisse, il est dans sa poche là, il est bercé. Moi, enfin, personnellement, je me souviens quand je courais, j'ai eu la chance de courir jusqu'à 7 mois de grossesse avec Karl. C'était les moments où j'étais le plus confortable au niveau finalement de la contractilité utérine. Mon utérus se contractait beaucoup quand je travaillais, quand j'avais des grosses journées, hein, comme tous les kinés. Et quand j'allais courir, jamais. C'était D'accord. tout le temps, tout relax. Donc je l'imaginais Peinard, dormir là. ouais, sur un transat comme ça. Et oui, bien sûr, c'est ça. Je pense qu'il y a cette représentation Ouais. aussi du bébé, qui se tient au cordon ombilical. Comme dans la voiture, tu sais, où il y a trop de virages. Non, mais c'est super que tu nous fasses ce rappel-là parce qu'effectivement, je pense que c'est une des craintes, c'est de pas se représenter comme on sait, quoi. Bah, au même titre que les Exactement. rapports sexuels, pendant la grossesse, hein, je pense que c'est aussi un problème, parce qu'on se représente pas, tout à fait ce qui se passe. Bref, c'est un autre sujet. C'est sûr, mais c'est vrai que ça fait partie de toutes ces croyances, quoi. Ah, puis c'est des questions en tant que kiné qu'on a de manière récurrente, quoi. Oui, C'est oui. impressionnant, hein, le Ouais, c'est vrai, c'est c'est vrai que vrai. c'est un bon rappel, je pense, d'expliquer qu'effectivement l'utérus n'est pas, à risque. Après, c'est Voilà. vrai que dans les recommandations, est-ce que c'est mis à jour? Parce que moi, j'avais souvenir quand même que, le risque de chute, en fait, pouvait être, dans ce enfin moi, j'avais encore ce discours de me dire, «Oui, bah, ça dépend de ce que vous faites quand même, quoi». Oui, bah, évidemment, Mmh. un choc frontal avec de la vitesse, Ouais, c'est lié au risque des ruptures placentaires, voilà. voilà. Mmh. Et ça enfin, ça a pu être observé, mais c'est vraiment des cas très, très rares et c'est des Ouais. chutes, avec beaucoup de vitesse. Quand je tombe, même quand je marche ou quand je cours et que je tombe, peut-être en frontal direct, il y a quand même peu de risque d'avoir cette rupture placentaire Mmh. directe. OK. Maintenant, il va y avoir des femmes qui, peuvent avoir sans qu'on le sache. Enfin, en fait, Bien finalement, je sûr. pense que les accidents qu'il y a pu avoir chez ces femmes où on a pu rapporter des ruptures placentaires suite à une chute, c'est qu'il y avait probablement déjà une Mmh. fragilité. Mmh. Et ça, on peut pas le montrer vraiment directement, mais c'est probablement plutôt lié à ça. C'est que, elle aurait pu avoir sa rupture placentaire, finalement, en descendant un peu trop vite ses escaliers On peut pas ou savoir. en recevant un Mmh. coup. Bah, voilà, c'est ça, et Mmh. quelle femme enceinte ne s'est jamais pris une porte ou un coin, dans son ventre? Mais c'est vrai. Oui, oui. J'ai pas encore expérimenté ça, mais Ouais, j'imagine. bah, tu verras, Je tu penserai à oublies, toi. tu sais, quand tu es hyper voilà, et je pense ça c'est voilà, ça ou quand tu as déjà un premier enfant
qui saute sur ton ventre. Oui, Non, mais voilà, et tu le changes, bam, il te donne des coups. Je bah pense qu'il oui. faut aussi, il faut Mmh. revenir un peu il faut aussi penser au quotidien qui est probablement plus, c'est plus le quotidien qui va être responsable de nos inconforts que l'activité physique. Mmh. L'activité physique, on va dire une population, la population moyenne enceinte, elles font même pas 1 heure par jour. Par contre, Non. toute la journée, tu travailles, tu portes tes courses, tu vois tes enfants, tu portes tes enfants, tu vas marcher. Enfin, voilà, je pense qu'il y a Mmh. aussi cette, il faut redescendre un petit peu, Ouais, bien sûr. ce niveau d'anxiété qui selon moi, on passe trop de temps en fait à parler tu vois, de ces risques liés à l'activité physique, alors que finalement, comme on disait tout à l'heure, tu as plus de problèmes à rester assis chez toi, plutôt que, Bah, ça, on est bien d'accord. Et tu quel discours par rapport au trail, ouais, par le exemple, aussi? trail, écoute, la même chose. Je pense que les femmes, elles se connaissent. Si tu as une tendance à tomber dans les descentes, tu as un peu de dénivelé, puis tu un peu casse-cou, et tu bien te laisser Ouais, aller et tout, et puis tu tombes plus souvent, bah, ouais, voilà, pendant ta grossesse, tu fais des plus petits pas, tu diminues un peu ta vitesse, tu es un peu plus dans le contrôle, ouais. et puis ça se fait tellement spontanément, tu vois? Et il y a des choses, par rapport à la chaleur tropicale, ce genre de choses? Il y a des recommandations? On a pu observer 1er trimestre de grossesse, les risques liés à l'hyperthermie. Donc l'hyperthermie, OK. l'augmentation de la température interne abdominale à plus de 39. Mmh. Donc le on va dire que, en tout cas, le risque, que, ça n'augmente pas, cette température, c'est quand on reste à une fréquence cardiaque à moins de 90 OK. Donc max. comme tu disais juste avant, en fait, si on gère l'intensité. Ouais, il y a pas de Mmh. stress. On gère l'intensité, il y a pas de OK. stress. Donc ce qui a pu être observé, attention maintenant, chez des rats, donc c'est pas, d'accord, on n'est pas chez l'humain. Hem, C'était de l'entraînement, je me demande comment est-ce qu'ils ont fait cet entraînement, mais Ouais. entraînement à température, plus importante, avec un niveau d'humidité aussi important. Bah, un peu à La Réunion, hein, finalement, on peut observer Ah ça, ouais, hein, ouais. tu vois? Je pense à La Réunion quand j'explique cette dia. Et un effort, de longue durée avec une intensité importante, pour le 1er trimestre, pourrait être associé à des malformations du tube neural, chez le bébé. Donc c'est chez des rats. D'accord. Mais Bien sûr. Non, mais c'est après ça donne des notions et c'est juste, si tu respectes l'intensité et du coup la durée aussi ouais, c'est ça, potentiellement? longue durée, donc genre, l'exemple qu'on prend, c'est un marathon, lors d'une journée chaude, Ouais. humidité importante, voilà, c'est ça, et quand tu es Mmh. entraîné, bah, tu arrives à maintenir, 85-90 de ta fréquence cardiaque max quand tu es bien Mmh. entraîné. Voilà, ce Ouais, ouais. serait le risque associé, c'est peut-être, voilà, c'est la seule finalement, la seule chose qu'on a pu voir au niveau de C'est la seule astérix qu'on va mettre dans le contrat, c'est: «Attention, si vous habitez sur une île tropicale, que vous êtes chanceux comme moi d'habiter à La Réunion, allez-y mollo, ouais, au 1er trimestre. en termes d'intensité Voilà, pendant le maintenant, premier si trimestre». moi j'ai souvent le cas, enfin là, tu vois, je suis une coureuse qui va, participer, au marathon, de Rotterdam, enceinte, de 6 semaines. Elle vise elle vise, Cool. 2h45. Ouais, c'est Enfin, donc incroyable et ça se passe bien, sa prépa? super bien, et ce qui est génial, c'est qu'elle est entourée d'un entraîneur incroyable qui fait les séances avec Ouais, elle, ces séances avec un peu plus d'intensité. Il la suit à vélo, OK, et elle doit être capable OK, de parler. Moi, je trouve ça, mais OK. moi, C'est moi, je trouve ça génial, génial. J'ai c'est trouvé ça génial. vraiment, je me suis Ouais, dit: «Ton entraîneur, c'est vraiment chouette qu'il se soit, autant impliqué, et qu'il lui ait donné des bons conseils aussi». Parce que, finalement, il lui a dit, voilà, les séances où tu dois faire, de l'intensité et que finalement tu es pas en forme ce jour-là, ben, on va pas la faire. On va pas la faire, trop bien. et de toute façon, Ouais, quelqu'un de pragmatique, les pieds sur terre et qui est là, ça, c'est des entraîneurs, c'est de l'or, quoi. exact. Personnes qui suivent ton défi Ah ouais, ouais, jusqu'au j'ai bout, vraiment, je mmh. pense que j'ai hâte de voir un peu sa course là, mais en tout cas, faut vraiment relativiser, sur cette perte finalement, enfin ce risque de perdre son bébé, 1er Mmh. trimestre, via ces activités, qu'on pourrait croire Mmh. finalement, pas bonnes ni pour le bébé, ni Mmh. pour la maman. Et puis finalement, ce que j'ai envie de dire aussi par rapport à la santé fœtale, c'est que, on a pu, observer, la fréquence cardiaque, des bébés lors d'efforts Mmh mh.
qui était proche des 90% de la fréquence cardiaque max chez des femmes enceintes du 2e et 3e trimestre. Et il n'y avait pas de variation significative qui montrait qu'il pouvait y avoir une souffrance fœtale pendant ces entraînements. Donc, c'était des femmes qui couraient, qui étaient habituées évidemment, qui couraient aux alentours de 90 avec, c'était une durée de 20-30 minutes, c'était de l'intervalle sur piste. Et c'était très standardisé, elles s'arrêtaient, il faut les X tours pour évaluer la fréquence cardiaque. Il y avait un Doppler, enfin voilà, elles étaient monitorées pendant aussi. Stylé. Ouais, Ça n'a pas dû être franchement, facile à faire. Ravanelli. Ouais, non, Ravanelli en 2019, j'ai envie de lui faudrait que je lui envoie un petit mail en me disant, écoute, En off, on parlait des protocoles de recherche parce que du coup, moi, je suis en train d'écrire le mien et c'est vrai que c'est pas simple toujours de faire ce qu'on voudrait faire et bien le faire. Donc, quand on voit des beaux protocoles comme ça, chapeau, on est assez, ouais, tout à fait, ça force le ça respect. motive. Ouais, tout à fait, ça c'est vrai. Ça force le respect et ça remotive pour Pour nous. pour les nôtres. Et ouais, alors du coup, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Et donc on n'a rien trouvé. Enfin, finalement, on n'a rien trouvé. Bon, on a pu observer au 3e trimestre un petit peu plus d'augmentation de la fréquence cardiaque fœtale. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est une souffrance? Non. Il y avait une bonne variabilité, hein. La variabilité de la fréquence cardiaque permet d'observer si l'adaptation cardiovasculaire est Ouais. efficace. Et chez ces bébés de maman entraînée, bah oui. Et on peut même pousser jusqu'à la physiologie, c'est-à-dire l'étude aussi du placenta notamment. Ces mamans coureuses, ces placentas qui finalement sont dotés de plus de capillaires. Ouais, ça fait placenta. sens. Ça fait sens. Bah, ça fait sens, ça s'adapte. Et moi, je trouve ça magnifique, Ouais, c'est l'adaptation. clair. Enfin, je pense que ce sera encore quelque chose qui doit être encore plus, qui devrait être, parce que cette adaptation, elle est fascinante, Ouais, de quoi. ouf. C'est ça c'est que tous les systèmes vont s'adapter. Donc, démarrez votre entraînement rapidement pour avoir ces adaptations au plus tôt. Et pour que votre bébé en profite. Parce que ces bébés, ils naissent en bonne santé. Ils prennent un bon poids de naissance. Et on va même jusqu'à... on a pu étudier les bébés des mamans qui sont restées actives pendant leur grossesse. Peut-être que tu connais cette étude, hein, Manon, qui a été postée notamment dans le Times pour vraiment essayer de véhiculer l'image de l'activité physique pendant la grossesse, la bonne image. Ouais. Que ces bébés, à 2, 3 ans et 5 ans, obtenaient de meilleurs tests dans tout ce qui était psychomoteur et même OK. développement cognitif. OK. Non, je suis pas tombée dessus, mais merci de nous la présenter. On la mettra dans le lien aussi, Oui, dans les liens pour que les gens puissent la lire. des enfants Mais ça fait de... de toute façon. Alors Sur, après, est-ce que c'est parce que la maman est restée active pendant la grossesse, ou parce que le comportement de la maman en postnatal a stimulé son enfant? Enfin voilà, je pense qu'il manquait il y a peut-être un plein de petit choses. peu je pense que dans l'étude, il manquait un petit peu aussi de préciser l'environnement des mamans. Bien sûr. Évidemment, l'environnement social Contribue énormément au développement neuromoteur de l'enfant, mais tu sais, il y a aussi des études sur le profil génétique des parents qui en fait, bah, tu vois, les enfants de 2 athlètes sont généralement des super athlètes avec une VO2 max impressionnante. Donc de toute façon, le fait d'être actif en tant que parent va déjà offrir un background génétique, à ton enfant qui est bien meilleur que si, la personne était sédentaire. Donc de toute façon, c'est le discours que favorise la clinique du coureur, donc je pense que tu contribues, enfin tu es d'accord avec ça. Mais enfin, de toute façon, le sport est bon pour votre santé. et c'est Donc ça. de toute façon, a fortiori, ça va être une question de dosage, ça va être une question d'intensité, ça va être une question de repos, en fait, et puis des piliers qui sont la nutrition, le sommeil, tout ça, enfin des Oui, basiques, tout à fait, qui oui, sont bien sûr. essentiels, y compris en grossesse. Et on parlait du profil génétique. Je pense qu'il est important aussi, c'est de se dire que tu peux avoir un profil génétique très intéressant, mais s'il n'est pas stimulé Bien adéquatement sûr. et précocement, tu n'auras pas cette VO2 max dont tu parlais, intéressante. C'est parce que les enfants, voilà, ont été probablement aussi, stimulés plus jeunes, tu vois? Parce que les parents étant, sportifs, Ils les stimulent. ils Bah avaient ce oui. besoin de bouger, voilà, et que l'enfant finalement aussi a Bien pris sûr. goût à bouger. Et je pense que dans mon expérience avec mes enfants, ma fille Cléophée maintenant qui a bientôt 10 ans, elle adore courir, elle court depuis toujours. On a commencé à s'entraîner toutes les 2 quand elle avait 4 ans. Je me souviens sur la plage, on faisait de l'alternance course-marche. Les gens nous regardaient l'air de dire: «Mais elle est folle cette mère là avec sa fille». J'adore. Et maintenant elle sait aller courir, enfin, elle sait faire 10 kilomètres quoi. Ah, c'est trop bien. Et puis encore, quand on va faire 10 kilomètres, on fractionne évidemment, mais
l'entraînement depuis toujours va évidemment, Mmh. c'est comme pour tout le monde, quoi. Les enfants, y compris comme les adultes, vont avoir une amélioration, de leurs compétences et puis n'ayez pas peur de le faire jeune, hein. Enfin, moi, généralement, je dis aux mamans déjà: «Va courir avec ta poussette». Mmh. Tu dois faire au début un tout petit peu de course à pied, tu dois stimuler ton plancher Mmh. pelvien, stimuler, ton système musculo-squelettique si tu as pas couru, pendant ta grossesse. Bah, tu recours avec ta poussette et puis, tu verras que ton bébé, il s'endormira beaucoup plus vite. Tu m'étonnes Mais le et je problème crois que tu fais ça aussi, hein, c'est, pour Move Mom Fit que les bébés peuvent être enfin, les mamans viennent avec les bébés, ils sont ouais. posés sur le tapis et tout ça et un environnement qui est ultra favorable. Je suis trop fan de ces séances, maman-enfant, je trouve ça trop chouette. Mais c'est vrai que là, maintenant les beaux jours reviennent, hein, donc ça va nous sauver parce qu'en Ouais. Belgique, on n'est pas, gâtés comme toi, La Réunion. Mais avec les beaux jours ici, ouais, j'ai vraiment envie de favoriser, les séances avec les bébés dehors, mais les Mmh. mamans, viennent évidemment avec leur bébé et puis finalement, il y a pas de on reprend quand on le sent, quoi, donc Ouais. c'est pareil quand on parle des 6 semaines, Mmh. de revenir après 6 semaines postnatales. En 6 semaines, il y a plein de choses à faire. Mmh mh. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder, on la mettra aussi en lien, l'infographie de Grendon Ellie, qui est une Oui. chercheuse, dans ce domaine qui aussi essaie de faire avancer un peu les choses au niveau du postnatal. Mmh. Cette infographie où elle voit dès les premières semaines, donc on voit, elle stratifie vraiment, par 2 semaines un peu Ouais. l'évolution, proposée et Avec différentes couleurs, c'est ça, hein, et elles ouais, sont ouais, elle est exactement. super cette infographie. Et voilà, 0-2 semaines, on réentraîne le plancher pelvien, on marche tranquille et puis, la semaine d'après, on augmente sa distance de marche et puis on inclut des exercices avec un peu plus de charge, pour, voilà et c'est tellement finalement, tellement simple. Je pense Complètement. il faut aussi s'écouter. Mmh. Évidemment, une maman qui va avoir eu un accouchement, terrible, qui va avoir poussé pendant, plus d'1 heure, qui va avoir des grosses sensations de lourdeur périnéale, Mmh mh. qui va peut-être avoir un prolapsus, hein, donc c'est, un organe pelvien qui moi je préfère dire un peu une invagination, d'un des organes, dans l'espace intravaginal. Oui, c'est pas la même chose, mais C'est pas le même suivi de grossesse. faut savoir quand même que l'activité physique va améliorer nos symptômes. Mmh. Si l'activité physique est bien dosée, ça C'est va ça. nous aider à passer certains états de lourdeur et ça, c'est vraiment quelque chose c'est un de mes prochains, aussi, par rapport à mon travail de thèse, où on va observer finalement les symptômes Mmh. chez les femmes qui vont reprendre une activité, qui sera quantifiée évidemment, mais évolutive et les femmes chez qui on ne proposera pas spécialement, un retour, précoce et voir si rien que ça va améliorer rien que ça va améliorer la santé périnéale, et les symptômes. Mmh. J'allais te demander justement, c'est bien que tu abordes ce point. Est-ce que du coup, tu conseilles quand même qu'il y ait une évaluation intravaginale après la grossesse? Dans le sens où, ce qui une évaluation par les sages-femmes, donc en France, en fait, généralement, elles ont Oui. 5 séances qui sont prévues avec les sages-femmes et des fois, en fait, le 5 sur 5 de la sage-femme n'est pas toujours le 5 sur 5 du kiné et du coup, sur des sportives, généralement, on a fini la fin de la rééducation périnéale parce que, soit c'était pas acquis, soit le transverse, c'était pas du tout compris, les efforts de contraction abdominale, c'était encore des efforts en poussée et en fait, du coup, Mmh. c'est dur de faire une recette pour tout le monde. Ça, c'est ce que tout le Oui. monde aimerait, mais en fait, c'est très individuel. Mais, finalement, un des conseils que je continue de donner, moi, enfin, c'est de, bah, écoutez, si vous sentez que c'est pas comme avant, si vous avez encore des symptômes et cetera, n'hésitez pas à consulter une kiné spécialisée en périnée et surtout qui a des notions sur le sport. Parce que Eh du oui. coup, il y a des demandes qui sont pas les mêmes que, peut-être la personne, lambda qui ne fait effectivement pas de sport. Donc toi, quel est ton point de vue par rapport à ça? Tu demandes quand même une évaluation intravaginale ou tu considères que show must go on et Mmh. on y va? Non, moi j'évalue mes patientes aussi, Mmh. hein, donc je plutôt d'abord dans un premier temps, je propose quand il y a pas de symptômes importants, Mmh si mh. la femme ne décrit pas de fuite urinaire, pas d'urgence, si on va dire elle est Mmh. relativement, hem OK à ce niveau-là, au niveau de ces symptômes. Je vais pas aller directement en intravaginal, mais par contre, je fais une évaluation à l'externe. Ouais, Je OK. me place vraiment au niveau du plancher pelvien, à l'externe Mmh. et je lui fais le PERF, c'est l'évaluation connue, qu'on demande, aux patientes pour évaluer, l'endurance, la force, la Mmh. rapidité de contraction. Et finalement, ça fait partie des recommandations quand tu as accouché, et même à partir c'est ça que je n'ai pas dit tout à l'heure, à partir de la 20e semaine de grossesse, il est recommandé quand même de refaire du réentraînement périnéal, hein. OK.
D'accord, donc d'avoir de nouveau son petit entraînement, comme tout groupe musculaire. Hein, Mmh. finalement, voilà, je veux renforcer mon quadri, bah, vous pouvez aussi renforcer votre plancher pelvien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait être mis en place, même dans. Mmh. Moi, je le place dans les séances de renforcement musculaire. Quand tu Super. fais ton renforcement musculaire, tu vas engager ton plancher pelvien. Tu fais des squats, et ben, quand tu descends, par exemple, t'expires, et puis on va engager ton plancher pelvien. Il y a 10 000 possibilités de contraction du plancher pelvien. Donc on peut le faire pendant ces exercices, et puis si on veut le faire pendant un moment plus cool, pendant un stretching. Donc Mmh. j'essaye vraiment de varier, de les inclure directement dans le renforcement musculaire. Comme ça, finalement, ça nous donne une routine aussi. Et parfois, les patientes me décrivent qu'elles ont l'impression que c'est un peu moins lourd d'aller OK. contracter son plancher pelvien dans des exercices plus fonctionnels. Et en plus, elles sont contentes parce que musculairement, elles ont bossé, elles ont senti leurs jambes travailler, le reste travailler, et Mmh. pas que leur plancher Ouais. pelvien, quoi. Oui. Parfois, elles se disent, est-ce que j'ai vraiment fait de l'exercice? Mmh. Donc, inclure le renforcement musculaire avec la santé pelvienne, ça, c'est vraiment très intéressant. Et en postnatal, c'est recommandé de s'entraîner minimum 12 semaines. Donc, peu importe quand vous commencez. Mmh. On peut commencer son entraînement périnéal dès qu'on a accouché. Si on n'a pas eu la chance d'avoir eu cette information et qu'on apprend qu'on commence sa rééducation à 6 semaines postnatales, c'est pas grave, on démarre à 6 semaines. Complètement. Mais en tout cas, il faut, avec ou sans symptômes, c'est vraiment recommandé d'aller réentraîner, Ouais. en tout cas d'aller conscientiser son plancher Mmh. pelvien. Et du coup, ça Heu servent les séances chez la sage-femme ou potentiellement chez le kiné? Mmh. et donc ces séances que vous faites avec, les sages-femmes, je ne connais pas vraiment leur, finalement, le ce que je trouve dommage, c'est quand j'ai des patients qui viennent me voir qui ont aussi, on a aussi des sages-femmes, en Mmh. Belgique, hein, qui font la rééducation, hein, périnéale. Quand les sages-femmes, les patientes me disent, voilà, j'ai fait 12 séances sur table, hein, avec sonde ou en hypopressif, voilà, et puis maintenant je viens vous voir pour recourir. Mmh. C'est dommage de séparer. Exactement. Ce que On j'allais doit, dire. on doit En envisager. fait, tu as pas des symptômes quand tu es assise sur une table avec une sonde. Voilà, donc mais bon, je suis convaincue Marion, mais je te laisse développer ton ton fil conducteur, pour nos Et je pense auditeurs. que ça, on perd Ouais. du temps, on perd du temps, Ah on ouais, perd de l'argent, voilà, et complètement. on n'optimise pas la santé de nos femmes, voilà. Donc je pense qu'il faudrait, dans un monde idéal, que probablement on inclut le fonctionnel dès le début, parce que finalement la vie d'une femme toute la journée avec son bébé, c'est pas rester couché, Non, c'est faire de l'hyperpression toute la journée. exactement. Elles font de l'hyperpression toute la journée. Mmh. Et la pression intra-abdominale, attention, ce n'est pas le cancer pour le périnée, hein, d'accord? Ce sera la Ouais. phrase du jour. Oui, très bien, je La l'apprends. pression intra-abdominale n'est pas le cancer pour votre périnée ni pour vos. C'est justement grâce à la pression intra-abdominale que vos tissus vont s'adapter. C'est la même chose pour tous les principes de mécanotransduction. Je ne vais pas commencer à développer euh, ce que je trouve d'ailleurs formidable. Il va quand même falloir que tu définisses ce nom qui vaut cher au Scrabble. Qu'est-ce que la mécanotransduction, Marion, s'il te plaît? Finalement, ça va être le moyen de renforcer ou d'adapter une structure par la stimulation mécanique. OK. Donc, probablement que c'est peut-être que si je parle de l'exemple des genoux en course à pied, par exemple, hein, Ouais, d'accord, c'est parlant, c'est ouais. assez parlant que la course à pied va donner de l'arthrose aux genoux, hein, va augmenter le risque de développer de l'arthrose précocement parce que j'ai couru. On peut observer que finalement, pourquoi est-ce qu'on a dit d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on a pensé à ça? Que Mmh. la course à pied pouvait créer de l'arthrose? Parce que les coureurs vont plus se plaindre de douleurs au niveau de leurs genoux. Mmh. C'est parti de là. Et Jean-François OK. Esculier, qui a fait un très beau travail sur justement cette thématique, il a fait parvenir des questionnaires en ligne sur la course à pied et les douleurs sur le genou. Il a obtenu quasiment 60 000 réponses. Ah oui, quand C'est même. super intéressant. Ouais, vraiment costaud. Il l'a fait en 5 langues. Il l'a fait en 5 Ah langues. ouais! C'est notre Respect. prochaine étude en ligne pour le postnatal. 5 langues, Trop en bien. 5 langues aussi. Ça va être ouf. Et finalement, il a pu observer que les coureurs n'avaient pas plus d'arthrose aux genoux, mais il y avait plus de douleur parce que l'activité de la course à pied est quand même plus contraignante que juste aller marcher, évidemment. Mmh. Mais par contre, il a pu observer que la santé
des genoux était meilleur chez les coureurs que chez les non-coureurs. Mmh. Mais par contre, il y avait ces douleurs parce que on va pas en revenir, mais voilà, toutes les blessures. La douleur est un phénomène Oui, complexe, disons, c'est ça, et que, pour résumer. finalement, ça ne veut pas dire qu'on est en train de s'abîmer nécessairement parce qu'on a de la douleur. Enfin bref, là je m'éloigne un Exactement. petit peu, mais La structure. c'est pour expliquer Mmh. que je pense que le plancher pelvien, c'est pareil. C'est pas je pense, c'est comme ça. Le plancher pelvien, c'est la même chose que n'importe quel autre tissu. Il va s'adapter à ce qu'on va proposer. Mmh. On est Effectivement, si d'accord. on va dépasser sa capacité d'adaptation, ben, il va avoir des symptômes. Mmh. Et pour en revenir à justement, l'évaluation dont tu L'hyperpression. parlais, voilà, l'hyperpression aussi et puis l'évaluation, hem, si une maman, on lui explique pas que de toute la journée, à rester debout, à porter son bébé, à faire des squats avec son bébé, si on lui en prend pas finalement à bien gérer, sa Mmh. contraction périnéale, abdominale, bah oui, elle va se blesser. Et c'est dans les 6 Mmh. premières semaines où il va y avoir aussi des développements de symptômes parce que les femmes ne sont pas bien gérées, parce qu'on leur dit d'attendre 6 semaines avant de commencer aussi. Ça, c'est vraiment un souci, je pense sociétal, quoi, parce que pourquoi est-ce Mmh. qu'on fait attendre autant de temps? Pourquoi ces recommandations sont là? Heu et l'autre point par rapport à l'évaluation dont tu parlais, le 5 sur 5 qu'on peut attendre avant de dire à une femme: «Démarre le sport», ça, c'est vraiment une vaste, aussi de nouveaux croyances. Pour rester Ouais, polie. ouais. Pourquoi? Parce qu'une femme qui vient te voir en postnatal, tu ne l'as jamais vue en prénatal. Mais c'est Tu ça. attends Non, un mais 5 sur tellement 5, d'accord. ça se trouve, elle faisait son sport avant, elle avait un 2 sur 5 et elle avait pas de symptômes. Voilà, Pourquoi est-ce que tu lui exactement. veux pourquoi est-ce que tu veux qu'elle ait 5 sur 5? Ah ça, c'est une excellente question. Ça, Et est-ce que c'est le 5 sur 5 que je lui donne, c'est le même que la sage-femme? Et est-ce qu'elle, quand nous, on a l'impression que c'est bien et qu'elle a des symptômes, non, c'est ça. bah, en fait, c'est que c'est autre chose et il faut aller En chercher fait, autre chose. bah, voilà, exactement, c'est ça. Et puis finalement, comme tu dis, cette évaluation intravaginale, elle est, absolument Très pas subjective, ouais. reproductible. C'est-à-dire que, entre 10 personnes, on n'aura pas le même score pour une patiente Mmh. pour la même patiente et à différents jours d'intervalle aussi. Enfin, il y a des jours où les mamans, elles viennent te voir, elles ont, finalement marché 10 000 pas, porté leur bébé toute la journée. «Ah, oui, il y a un petit prolapsus quand même, hein?» Bah, attendez. C'est normal. En fait, Mais voilà, voilà. et c'est ça, et c'est la vision qu'il faut, prendre. Il faut arrêter de penser qu'au plancher Dans pelvien, il dans faut la globalité. globaliser, il faut questionner les patientes. Mmh. C'était quoi tes symptômes aussi avant Mmh mh. finalement? Est-ce que tu avais moi j'ai des patientes qui, ce que je trouve génial, je les prends en charge pendant leur grossesse, elles ont toujours eu des fuites pendant leur vie, hein, leur activité physique, plus intensive. Et puis finalement enceinte, on arrive à arrêter d'avoir des symptômes. Je trouve ça trop génial, quoi. Et c'est incroyable et ça arrive de plus en plus. Ça arrive de plus en plus quand tu es à l'écoute et quand tu conseilles au mieux tes patientes et quand tu arrêtes aussi de les, quelque part, de les faire stresser Mmh. aussi sur cette pratique, que ce soit, pendant la grossesse ou en postnatal. Parce qu'un des gros freins qu'on a pu observer à cette reprise du sport en postnatal, ça va être aussi les craintes, la culpabilité, et les croyances intrinsèques des femmes. Donc D'accord. ça leur appartient. C'est-à-dire, j'ai peur qu'en bougeant, je vais me développer des fuites urinaires. J'ai peur qu'en courant, je vais avoir un prolapsus, une descente d'organes. On en prend souvent ça. «Oh, Mmh. attention, tu cours, tu viens Mmh. d'accoucher, mets-toi un PCR, sinon tu vas avoir une descente d'organes». Toutes ces Mmh. craintes vont aussi développer, heu, plus de stratégies qui va faire qu'elles ont plus de risques, elles auront plus de risques de les développer en plus. C'est incroyable. Mmh. Ça, c'est dernier papier que j'ai pu lire là-dessus. Ça m'a un peu bouleversée où je me suis dit: «En fait, on peut se créer des prédispositions aussi Mmh. par». Le discours Ouais, nocebo, exactement. à la fois des proches, à la fois des professionnels de Parce santé aussi, qu'elle qui sont développe pas forcément clairs. des mauvaises habitudes. C'est comme une patiente qui a des fuites urinaires quand elle va faire sa séance d'intensité, hein, comme tu as pu l'entendre aussi Mmh. toi, dans le crossfit ou dans les sports avec plus de, parfois de ça c'est pas un sport à impact élevé, hein, le crossfit, c'est un sport à haute augmentation de pression intra-abdominale. Qu'en fait, une patiente qui, va vous décrire des fuites urinaires qu'elle a quand elle fait sa séance d'intensité, sa séance de piste. Moi, typiquement, mes coureuses qui viennent me voir, voilà, tel jour, j'ai la piste, je sais que je vais avoir des fuites urinaires pendant la piste, et elle commence à développer des stratégies Ouais. terribles pour pouvoir manager leurs fuites urinaires. Alors, comme par exemple, la restriction hydrique. Ne pas boire. Voilà.
Je ne vais pas Ouais, boire de la classique. journée, comme ça j'aurai peut-être moins de fuites. Ensuite, je vais aller Mmh. 10 fois aux toilettes pendant ma séance, c'est-à-dire 3 fois avant, 1 fois après l'échauffement, 1 fois entre mes séries. Putain, quel enfer. Donc elles vont aux toilettes, l'enfer, Ah ouais. l'enfer, elles y vont 5-6 fois. Ensuite, elles te et qu'est-ce qui se passe finalement avec ces aménagements complètement, farfelus? Parce que mais en même temps quelque part tellement compréhensibles, les c'est terrible d'avoir des fuites urinaires quand Mmh on mh. sait qu'on va avoir des fuites urinaires. Ah ouais, clairement. Et donc elles augmentent leurs symptômes. En fait, elles augmentent la sévérité de leur incontinence urinaire. Mmh. Elles avaient une simple incontinence urinaire, lors de séances un peu plus, challengeantes, et là, elles développent de la polyagurie, donc aller tout le temps aux toilettes, des infections urinaires aussi parce qu'elles arrêtent de boire, et finalement une incontinence urinaire qui est beaucoup plus sévère, quoi. Ouais et surtout comportemental avec, peut-être, des messages, de la vessie qui devient un peu Oui, anarchique et mais qui c'est ça, une hyperactivité vésicale également, tout à fait. Et ça, beh, on obtient ça aussi donc chez les athlètes, mais aussi dans le contexte postnatal immédiat, quoi. mmh mh. C'est-à-dire, je vais toute la prévention, de ces symptômes, quoi. Il faut que avant que je sorte, je vais d'office aux toilettes, quand je suis dans un restaurant, un magasin, je regarde où sont les toilettes, Mmh. et que simplement, via ces facteurs finalement, intrinsèques aussi, parce que ça reste leurs croyances, leurs craintes, on va avoir plus de difficultés à remettre les mamans dans l'activité physique. Mmh. Donc c'est encore de nos ça, c'est un frein hyper important versus les femmes qui sont, très tranquilles, Mmh. qui croient aux bienfaits de l'activité physique, qui les connaissent, qui sont, tout à fait, conscientes des bienfaits. Ça va vraiment nous aider à reprendre une activité, beaucoup plus sereinement, également, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces femmes qui ont justement cette adaptation comportementale par rapport à ces séances? Qu'est-ce qu'on peut leur dire là dans ce podcast, s'il y en a qui sont dans ce cas-là? Mmh. Je pense qu'il faut, aller voir déjà quelqu'un qui puisse, bien vous expliquer ce que c'est normalement, quelque part, une miction normale, la moyenne, Ouais. combien de fois on doit aller aux toilettes finalement par rapport à ce que vous buvez aussi, parce que c'est important aussi, par rapport aux apports hydriques. Et je pense le message que j'ai aussi envie de faire passer, c'est que l'incontinence urinaire, c'est pas anormal. C'est pas anormal, voilà, c'est pas anormal. 30 des femmes entre 15 et 64 ans ont des fuites urinaires. C'est énorme. Une femme sur 3, Ouais, tu vois la tranche d'âge, on couvre, c'est énorme. finalement toutes les périodes de vulnérabilité, hein, donc 15 ans, l'adolescence, la périnatalité et puis la ménopause. Donc en fait, toute la vie, tout au long de la vie, les femmes Mmh. vont connaître, en fait, les fuites urinaires. Donc ça, c'est déjà Mmh. dédramatiser aussi, ça c'est important aussi. Et je pense pas enfin moi j'ai pas peur de dire qu'il faut aussi normaliser quelque part cet état, et que si on en discutait aussi plus Mmh. librement, si les hommes le savaient aussi, si les hommes étaient conscients que cette prévalence est immense et que probablement Mmh. que dans leur entourage, les femmes qui côtoient ont des fuites urinaires, bah, ce serait tellement plus relax, tellement plus simple, tellement moins compliqué, à porter, et que je pense qu'il faut, voilà, il Mmh. faut en parler plus, quoi. Il faut en parler plus, voilà, discussion entre amis, allez, on va parler de nos symptômes. Mmh mh. Et en fait, quand je parle avec des femmes justement, en couple, j'ai l'impression que les hommes s'intéressent de plus en plus à ça. OK. J'ai l'impression qu'il y a un petit turnover, qu'ils commencent à s'intéresser à la santé féminine, parce on s'en intéressait pas. Je veux pas commencer à parler de l'historique, de la femme et du sport, ou de la science et de la femme, mais on s'intéressait pas Mmh. à Bah, ça. déjà parce qu'il y Parce que avait pas tellement de femmes chercheuses, donc non mais tu vois, c'est bête, mais c'est quelque part, c'est comme tu l'as expliqué au début, mais ton parcours en tant que sportive qui a eu ces interrogations face à la grossesse, fait qu'aujourd'hui tu fais de la recherche là-dessus et en fait, la féminisation des chercheurs a amené des C'est choses vrai, sur la scène et on a pris la parole et c'est comme je te rejoins, je trouve que c'est vachement plus, considéré. Mmh. ouais, tout à fait. C'est plus considéré, dans les discussions, Mmh et les entraîneurs. Mmh. lambda, et aussi les entraîneurs, oui, tout à fait, les Mmh. entraîneurs qui mettent ça. Mais c'est vraiment, je me faisais la réflexion
que les entraîneurs aussi, qui vont se sensibiliser aussi plus finalement à cette cause, hein, Mmh mh. finalement, à la santé de leurs athlètes, amènent aussi des réflexions, hem, comme quoi on manque quand même aussi cruellement de femmes dans l'entraînement. Ouais. Et je connais quelques femmes entraîneurs, ici en Belgique, notamment, chez les sprinteuses et je suis contente de voir que que ça se féminise, ça reste encore lent, à mon goût, mais peut-être que c'est aussi parce qu'on laissait aux hommes, enfin bref, c'est comme pour beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut je pense que le fait d'avoir des femmes, comme tu dis, Manon, dans la recherche, on pose les questions différemment, on pose le questionnement différemment, Mmh. les hypothèses ne sont pas les mêmes. Je pense que Ça ça fait change, changer les choses. c'est bien. Ouais. Bon, bah, merci, pour ce petit tour d'horizon à ce niveau-là. Donc déjà, dédramatisons, ça arrive à beaucoup de femmes et surtout, c'est pas une Ouais, fatalité, les oui, prises en charge peuvent vous aider et c'est même pendant ça, la grossesse. Donc ça, c'est ce qu'il faudra retenir. exactement. Ouais. Ah oui, voilà, c'est ça. Mmh. J'ai pu suivre tes aventures au Kenya où tu étais avec la clinique du coureur. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce que tu as vécu là-bas? Comment c'était par rapport à la grossesse? Qu'est-ce que tu as pu voir? Alors bah, écoute, justement, j'étais étonnée de ne pas voir de femmes enceintes, Ah oui, à Iten. Donc c'était un peu OK. Bon. on était à Iten, qui est une ville qui est à 2 500 mètres d'altitude. C'est la Ah ouais, particularité, principale, c'est que c'est, un lieu où il y a énormément de, camps d'entraînement pour OK. bénéficier justement de cette altitude. Et il y a énormément de champions aussi, kényans qui, viennent de cette région, qui se sont entraînés depuis toujours, en altitude et donc qui ont développé des capacités, hyper, impressionnantes. Enfin vraiment, c'est le mot peut-être que je vais, enfin c'est vraiment le qualificatif, que je trouve de ce voyage. C'est que j'ai vraiment été impressionnée par, les habitants, que ce soit par leur accueil, par leur qualité athlétique. On a eu la Mmh. chance d'avoir, des athlètes qui sont venus en tant que cas clinique, des athlètes blessés. Donc ça, Trop c'était bien. vraiment très intéressant. Ouais, ouais, vraiment. Et ce qui était, bluffant, c'était leur capacité d'entraînement. Ah ouais. En moyenne, les Kenyans s'entraînent, accroche-toi, entre 150 et 200 kilomètres par semaine, toute l'année maintenant. Ah oui. Ça, c'est le volume Ouais, en bas. fait, oui, non mais vraiment, volume bas, je Génial. dirais 150 Oh la et vache. puis, j'ai donc on a eu la chance d'avoir Caroline Corrier qui est une athlète, qui court le marathon en 2h22. Elle a 28 ans. Elle était dans sa semaine gros bloc, elle était à 240 quand on l'a vue. OK! Ça en passe, du temps, dehors. Ah ouais. Et finalement, elle est venue, nous voir, elle est venue nous voir parce qu'elle avait mal au dos. Donc, Blaise a fait, toute son analyse, tous les tests cliniques lombaires, enfin voilà. On l'a fait un peu passer, sous tous les angles, au niveau de nos tests et puis finalement, moi j'ai voulu la revoir seule. Mmh. Parce que quand on l'a fait, on était dans une cohorte avec, on était une trentaine de personnes. La Ouais. pauvre, elle avait jamais eu une séance de kiné. Sa première séance de kiné devant 30 personnes, Devant 30 personnes. avec tous les tests, enfin, tu vois? Ouais, ouais. Donc voilà, Mmh. je la sentais pas très bien, Pas tu vois? évident. Et finalement, je l'ai vue après Ouais, et on a normal. discuté et en fait, c'est une maman aussi, faut pas oublier, elle avait accouché, il y a 7 ans, par césarienne. Parce qu'à l'époque, D'accord. ça c'était assez incroyable, je lui ai demandé: «Pourquoi tu as une césarienne?» «Ah parce qu'on m'a dit que j'étais trop petite». Parce que j'étais, trop menue, trop fine, bah, j'ai vu son compagnon était là et il faisait la même taille qu'elle, donc je pense pas qu'elle ait eu un bébé, dans un percentile, enfin un poids, Oui, oui, bah à oui. percentile important. Bref, en tout cas, elle a une césarienne et en fait, finalement, dans notre discussion, elle me décrivait des douleurs encore à sa cicatrice de césarienne dans certaines séances. D'accord. C'était hyper et on sait Ouais, bah, et en ça parle. sachant sa Ouais, charge d'entraînement, heu, tu sais ouais. qu'en gros, elle doit s'entraîner avec des douleurs de façon quotidienne, en fait. Bah ouais.
Et là, elle m'avait dit, bah ouais, ma dernière course, donc elle a fait quand même 4e au semi-marathon de Rome, hein, donc vous voyez un peu le niveau. Elle disait que, en fait, à la fin, elle avait vraiment des douleurs importantes au niveau de la vraiment bas-ventre, quoi, abdos. Donc je l'ai évaluée et finalement, je pense que c'est pas tant elle n'avait pas d'adhérence, c'était pas tant ça. Je pense que c'est simplement déjà, on pense à ça, c'est que, Mmh. faut pas oublier une athlète quand elle revient en post-natal, quand j'ai un peu parlé avec elle sur sa reprise, elles reprennent, accroche-toi, donc elles ne courent pas pendant leur grossesse. Aucune Kenyane ne court pendant sa grossesse. J'ai pu en interviewer 3. Aucune Kenyane ne va s'entraîner. 0. 0 kilomètre? Elle passe de 240, enfin en tout cas 220 minimum Elles s'entraînent à plus 0 quoi. et elles prennent beaucoup de poids. Incroyable. Et elle, Caroline, n'avait pas pris trop D'accord. de poids, mais elle a mis du temps avant de reprendre à courir, genre 1 an après sa grossesse, elle a repris à courir. Et en gros, en 1 mois, elle était déjà à 100 kilomètres par semaine. Donc tu vois, ça me fait quelque part, avec mes plannings, tous mes plans d'entraînement que j'ai développés et que On dit on est encore light en France, hein. quand je vois qu'on me propose Ouais. de la reprise 30 minutes de course après 6 à 8 semaines, je me dis: «Ça va, on est plutôt cool». Ouais. Oh Mais qui a raison? Tu vois, oh maintenant, la c'est vache. c'est ça, je suis Ouais, sortie non mais avec des c'est clair. interrogations, ça m'a un peu bouleversée. Je me suis dit: «Mais en fait, qui a rai enfin, Mmh. qui est plus proche de la vérité?» Changement de perspective, clairement. Mmh. Et voilà, bon après, faut savoir que les africaines ont moins de symptômes abdominopelviens, hein, au niveau du plancher pelvien. D'accord. Oui et puis je crois qu'au niveau, de la tension des tissus, on parlait de la qualité, collagénique. C'est aussi, une ethnie, enfin les ethnicités africaines ont des tissus qui sont beaucoup moins, extensibles, en tout Oui, cas mais qui il y a plus de résistance probablement aussi merci. voilà et donc Mmh. voilà, peut-être qu'effectivement elles sont mais en même temps, elle Ouais. me disait qu'elles ne couraient pas, mais la plupart marchaient 10 kilomètres par jour. Enfin, tu vois? Donc il y a quand même Oui, une ac faut tout remettre en voilà, perspective, ouais. ça ne se Mmh. faisait pas de courir parce que c'est les croyances là-bas de, c'est pas le moment de courir pendant ta grossesse et quand, Mmh mh. j'en ai parlé à l'une en disant: «Tu sais, tu peux courir pendant ta grossesse», heu, elle me dit: mais en fait, finalement, je suis tellement triste de pas avoir été au courant, que j'aurais pu continuer à m'entraîner parce que économiquement, je m'en serais mieux sortie, pour ma famille, pour moi-même et pour eux, c'est courir ou enfin je Mmh. ou mourir, enfin j'aime pas enfin c'est un peu extrême de dire Ouais. ça, mais la course à pied, là-bas, c'est leur moyen de gagner de l'argent, c'est leur moyen de vivre, c'est leur moyen de faire vivre même leur ville, leur village. Mmh. J'ai eu la chance de rencontrer, Joanne Chelimo qui a gagné le marathon de Séoul, l'année dernière en novembre 2022, 2h18 au Mmh passage mh. et Joanne, a eu la possibilité de Trop bien, construire un camp d'entraînement. magique. Ouais. Donc ouais, vraiment, des rencontres Mmh. comme vraiment, très bouleversantes et voilà, elle me disait: «Voilà, moi j'ai ce camp d'entraînement, sa sœur y travaillait, sa famille, il y avait 10 Mmh. employés». Enfin, c'est énorme, je veux dire l'apport économique pour eux, ils Non, vont non, pas s'acheter une Porsche quoi, tu vois? ils font autre chose. Ouais, ouais. Tu vois? Elle va pas se payer des vacances, au soleil. Non, non, c'est vraiment, pour pouvoir survivre et vivre dans de meilleures conditions parce que voilà, faut rester réaliste, hein, c'est beau d'aller s'entraîner à Iten, on a 2 500 mètres d'altitude, on fait que ça s'entraîner, mais la réalité c'est que les enfants vivent dans des Mmh. cases, ils dorment au sol, enfin, ils ont pas de chaussures, hein. On a été voir des enfants dans des écoles, et aussi dans un centre aéré qui s'appelle Simba for Kids qui a été développé par un Suisse qui accueille 200 enfants en moyenne par jour. Le matin, il est ouvert le matin et le soir et le week-end pour proposer Trop des bien. activités physiques aux enfants parce que Mmh. ils sont pas stimulés et il est nourri aussi parce qu'un enfant ne mange pas tous les jours. Enfin, Mmh il mh. il faut revenir C'est dans sûr. cette perspective aussi hein, du Kenya qui, qui a été Mmh. aussi bouleversant quoi. Enfin, et puis on court comme ça dans les rues, dans ces routes, ces chemins magnifiques avec cette terre rouge et puis les enfants nous accompagnent donc les vidéos donc on voit les athlètes qui courent avec les enfants autour parce qu'ils sont Mmh. attirés par les touristes, parce qu'on peut donner de l'argent, parce qu'on peut nous donner des vêtements, parce qu'on peut donner des bonbons. Bah, c'est vraiment une réalité. C'est vraiment une réalité là-bas, quoi, qui a aussi été assez prenante. Et c'est là où tu te questionnes, Mmh. qu'est-ce que je pourrais faire pour les aider? Parce que Ouais, bien sûr.
Je pense que quand tu viens t'entraîner là-bas, ça fait partie aussi du voyage et de ton un peu de ton devoir, quoi, tu vois, d'amener un soutien. Et moi, je me suis occupée notamment de la sœur de Johan qui venait d'accoucher. Mmh. Trop bien. Voilà, elle avait accouché à 4 mois, elle avait une césarienne, elle voulait reprendre à courir. Alors, voilà, je la suis maintenant encore, c'est génial, par WhatsApp. Trop cool. Voilà, où je lui donne ses exercices progressifs. Enfin, c'est vraiment, il y a pas de prise en charge, en fait, hein. Ces athlètes, ces femmes, en tout cas, Mmh. là-bas, sont vraiment, Livrée à démunies. elle-même, Oui, c'est ça. Et même si elles sont à haut niveau, c'est ça qui est fou. Même à haut niveau, les agents, parce qu'elles ont des agents européens, ça, il faut aussi le savoir, hein, les athlètes kenyanes celles que j'ai rencontrées, elles étaient sponsorisées par Adidas. Elles n'ont pas du tout de prise en charge. Elles s'entraînent à Iten, mais il n'y a pas de kiné, il n'y a pas Mmh. de prise en soin. Donc, elles parlent même pas de leurs symptômes. Enfin, Ouais, bah, finalement, ouais. quand j'avais discuté avec Joanne, voilà, que si tu as eu des soucis, enfin, elle a mis du temps à retrouver son niveau, parce qu'elle avait des douleurs. Elle n'était pas prise en charge, quoi. Donc ça a Mmh. été un voyage hyper riche en rencontres. Et la réalité de ces athlètes est vraiment Mmh. un peu déconcertante quand même, parce qu'elles demandent que ça. Elles demandent que ça, apprendre, avoir des bonnes informations. Et Johan a créé une association qui s'appelle Tie Rope Angel. OK. Agnès Tie Rope, c'est une marathonienne kenyane très forte qui a été assassinée par son mari en 2019. Faut savoir qu'au Kenya, c'est la polygamie, toujours. Et il y a Mmh. énormément de violences conjugales. Mmh. Donc, Joanne a développé cette association aussi avec plusieurs athlètes. Et elles vont dans les écoles pour sensibiliser les enfants Trop bien. justement à ces violences, en disant, s'il y a ça à la maison, c'est pas normal. Tu dois Mmh. respecter ta sœur, ta copine. Enfin voilà, vraiment essayer de faire une grosse campagne de sensibilisation sur les violences. Euh, et, euh, et donc, de nouveau, c'est un frein terrible pour ces femmes, en fait. Mmh. On parlait de l'importance du soutien psychosocial dans notre activité physique pendant la grossesse, au retour Mmh. aussi en postnatal. Mais alors, chez elles, finalement, On est à des années-lumière, on quoi. est à Juste, des a- être on soutenu est, pour ce que tu fais, ouais, c'est déjà un énorme pas, quoi. ouais, ouais, tout à Bah, fait. j'imagine que ça a été hyper enrichissant, ouais. Oui, oui, c'était vraiment, puis je compte bien. Elle m'a vraiment proposé de venir même pour parler de l'activité physique, pendant la grossesse, parce que pour elle, c'est vraiment une nécessité, en fait, de rester Bah, active bien pendant sûr. la grossesse Mmh. pour que économiquement ça puisse suivre et qu'elle puisse continuer à recourir. Parce qu'elles mettent en moyenne, elles ont mis les 3 que j'ai interviewées, elles ont mis 3 ans avant de revenir au haut niveau. Donc Ah 3 ans ouais. Ah, c'est pas possible. de De regagner de l'argent. repouvoir, vivre. Oui. Ouais, bah, ouais. Et Ouais, c'est heu impossible. et il faut savoir que, j'en ai interviewé 3, mais j'imagine que toutes les autres Kenyanes qui, étaient très douées, qui sont tombées enceintes, bah, ont vu leur carrière se stopper. S'arrêter peut-être, ouais. Mmh. Mais c'est même Toi, sous tu as réussi à avoir, dans le scope, celles qui ont réussi à revenir, mais voilà, combien, en fait, ouais, n'en reviennent pas? tout à fait, Mmh. tout à fait. Ah, tu as Combien ne reviennent complètement pas? raison. Et à mon avis, il doit y avoir moins, mais voilà, il doit y avoir moins d'1 % de femmes qui revient, des Kenyanes, alors Mmh. que finalement elles ont, bah, comme tu le sais aussi, Ouais. toutes leurs chances de revenir et même plus fortes. Enfin, Mmh. C'est clair, hem c'est clair. mais Bon, bah, voilà, j'espère que tu pourras y aller de manière régulière pour faire grandir, bah, ton ouais, expertise et ce serait puis enfin, l'idée. de leur faire bénéficier de ton expertise, ce serait génial. Mmh. Ouais, mais Top. c'était vraiment Mmh. un voyage, À part. ouais, à part, Mmh. complètement. Je pense que c'est Puis le ça remet de la perspective, comme tu disais, sur tes travaux, sur, aussi, la temporalité de la reprise, c'est vrai que des fois, nous, notre système de soins fait qu'on est très précautionneux avec ce discours primum non nocere et qu'il y a des endroits dans le monde où on se pose absolument pas toutes ces préoccupations et que ça se passe quand même. Mmh. exactement. C'est vrai Donc que ça les fait 12 réfléchir. semaines, hein, tu sais ça, hein, c'est 12 semaines, recommandées avant de reprendre à courir. Mmh mh. Mais c'est ce qu'on essaie de mettre en perspective avec l'algorithme et dans mes recherches, c'est Mmh mh. oui, 12 semaines pour certaines, Et mais est-ce que, certaines pourraient pas reprendre plus vite? voilà, Enfin, c'est mais ça, évidemment, c'est ça, une qui a couru toute sa grossesse, qui a le désir de reprendre, qui n'a pas de dès qu'elle symptômes. peut, voilà, parce que Mmh mh. finalement, il y a aussi cette santé mentale, hein, qui qui est finalement heu,
c'est notre guide, hein, quelque part. Ouais, Je me sens pas complètement. bien, je sais que Mmh. j'irai mieux avec l'activité, go! Enfin, j'ai envie d'y aller. Quand est-ce que je peux, Ouais. quoi? J'ai recroisé une maman qui vient d'accoucher, hem, là où je cours régulièrement et elle me dit: «Marion, je» ça fait 1 mois qu'elle a accouché, elle me dit: «Il faut que je revienne te voir, il faut que j'aille courir». J'en peux plus. Ah non, c'est clair, hein, c'est clair, c'est clair. Mais donc voilà, J on mmh, aborde cette thématique aussi dans notre cours, comme, heu, comme tu as pu, la yes. suivre. Hem, J'ai eu la chance d'y assister. Très bon voilà. cours, hein. Mmh. Bon, bah, écoute, merci, on a fait un super tour d'horizon. On termine avec une petite question, c'est notre question spéciale, sur, femmes et sport. Est-ce que tu te souviens de tes premières menstruations et est-ce que tu acceptes de nous raconter comment se sont passées tes premières règles? Ouais, À quel âge c'était ouais, déjà? Ouais. l'âge, j'avais 14 ans, Ouais. et c'est assez cocasse. En fait, j'étais Ouais. en je participais à une semaine fédérale de vélo avec mes OK, grands-parents et mes cousins. OK. En gros, on a roulé 500 bornes en moins d'une semaine. Ah ouais, quand même. Voilà. Et Sympa. et puis je portais donc du coup le cycliste avec, le fondant là, tu vois? La peau de chamois, ouais. La peau de chamois, pardon, pas en daim, en chamois, et voilà, la peau de chamois, et puis voilà, j'observe que j'ai mes règles. Donc les premières règles, heureusement pour moi, ne sont jamais abondantes. Enfin, D'accord, ouais. enfin, peu souvent sont, après tu peux me dire si je me trompe, mais en tout cas pour moi, elles étaient pas abondantes. Donc ça, c'était déjà OK. une chance, et je me rappelle, je dis à ma grand-mère: «Mamie, parce que J'ai un problème. voilà, je pense que j'ai mes règles, et donc OK, alors elle m'emmène au magasin, et moi finalement, je savais pas trop quoi acheter, tu vois? Ah ouais. Bah ouais, je m'étais pas préparée à ça tout de suite, quoi, et alors elle me fait acheter, des petites protections, toutes fines, pour mettre dans ma peau de chamois, pendant en plus j'avais qu'une peau de chamois pour la semaine. Enfin, tu imagines un peu la galère. L'enfer. Ouais, l'enfer. Tu as pas envie que ça se passe cette semaine-là, quoi. Mmh. Et donc du coup, j'avais fini, ouais, je me rappelle plus trop. J'ai pas de souvenir d'avoir eu des douleurs importantes. En Ouais. tout cas, j'avais fini ma semaine, de vélo avec mes cousins, c'était vraiment génial, et donc j'en garde un souvenir assez mémorable quand même, parce que Bah, oui, j'étais oui, pas c'est chez clair. moi, on dormait en tente, Oh la vache, ouais, tu vois? ça complique un peu On la dormait gestion en du truc. tente, je me douchais dans les sanitaires, Ouais, et que j'avais uniquement une peau de chamois et que j'ai géré, que tu enfin, avais taché le 1er jour, quoi. Mmh. que j'avais taché Ah, le truc. c'est bah, voilà, elle Mais mérite d'être racontée ouais, celle-là mais aussi. franchement, c'était c'était assez, ouais, Ouais, cocasse, quoi, vraiment, OK. et je sais même, non, je pense pas, il y avait juste ma grand-mère qui savait. J'avais pas dit à mes cousins, ou Ouais, ils se sont pas rendus et compte. toi, du coup, tu savais ce qui se passait? Parce que, du coup, tu avais Oui, eu les cours en SVT et cetera? je OK. pense que j'en avais, comme c'était assez tard, enfin un peu sur Ouais, le tard, 14 ans, je pense que mes copines avaient déjà leurs règles, et puis dans ma famille, on parle assez librement, et ma maman m'avait dit, d'accord. enfin, on avait déjà discuté de tout ça, et d'ailleurs pour la petite info, concernant, enfin les règles, ou je sais pas ce qui, d'habitude c'est quoi ça en SV, c'est quand est-ce que les gens apprennent la plupart du temps? Normalement, il y a un cours en 5e en SVT qui est donné, avec un peu d'éducation sexuelle. Je crois qu'il y a un rappel après en seconde, donc vers les 16 ans, et 5e ça fait, ouais 13-14 ans, 12-13, ça Je parlais dépend. avec une patiente, à 11 ans, elle me dit: «Moi en fait, en gros, je pensais que j'étais en train de mourir». Enfin, tu mets Voilà. Non, non, mais si tu t'a jamais expliqué que ça arrivait, mais et effectivement, l'âge moyen, effectivement, c'est, 12-13 ans, donc c'est effectivement pas un sujet que tu abordes à 9-10 ans, mais effectivement, ça peut arriver à cet âge-là aussi, et là, c'est un peu le stress, ouais, quoi. c'est ça. Parce que tu as aucune idée de ce que si tu Ouais, tout arrives, à fait. là, elle disait, par exemple, elle dit: «En plus, ça continuait». Moi, je pensais que c'était juste une fois, que je m'étais blessée une fois et je comprenais pas que ça continuait. Ouais, Donc non, voilà, je pense que ça, c'est vraiment, normaliser bah, cette ouais, discussion. c'est le rôle des, quand même, c'est Mmh. le rôle des parents aussi. Enfin, je sais pas, moi, je m'imaginais pas ne pas en parler à ma fille. Enfin, moi, mes enfants, donc 10 ans, Cléophée et Karl a 6 ans. Mmh. Tous les 2 ils savent ce que c'est les Mmh. règles, parce que pour la petite histoire, j'ai eu un stérilet en cuivre, moi, j'ai 1 an après la naissance de Karl, donc il y a 5 ans, Mmh. et j'ai été, mais tellement, mal,
J'ai été très, D'accord. très mal le jour de mes règles. J'avais des gros syndromes aussi prémenstruels 2 Ah jours ouais. avant, chose que je n'ai jamais connue de ma vie. C'est-à-dire moi, j'ai toujours Ah, eu c'est le cuivre qui ouais, t'a le cuivre qui m'a vraiment OK. plombée. Je sais OK. Excellent jeu de mots. voilà, le cuivre m'a plombée et du coup, et vraiment j'ai dû passer des journées vraiment, hein, avec, antidouleur au lit, annuler mes consultations et puis en fait, et puis c'est vrai qu'ici, chez nous, on a, une salle de bain, avec une toilette et puis, c'est déjà arrivé, voilà que mes enfants, enfin, voient que, en allant aux toilettes Mmh mh. après, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a du sang. Et donc mon fils s'est inquiété en fait et je me Ouais. suis dit: «Bah, faut que je lui dise quoi». Bah, je lui ai dit: «Écoute, Mmh. voilà, chaque mois maman saigne, mais c'est tout à fait Mmh. normal, j'ai pas mal», Mmh. puis je lui ai dit: «Ça veut dire que j'ai pas de bébé quoi» et en gros voilà, Karl maintenant il a 6 ans et il sait ce que j'ai mes règles une fois par mois quoi et voilà, Mmh. j'ai ma corbeille à protection et Ouais. enfin voilà, il est habitué, il est au courant, et Cléophée qui a 10 Ouais, ans, ouais. bah, évidemment, elle le sait aussi, quoi, mais Il est au courant. je Ouais, mais pense que c'est top, faut pas enfin, c'est c'est top. naturel, quoi. Enfin, moi, en tout cas, Il le sait aussi. je me suis Mmh. vraiment dit: «Bah, tiens, c'était une Mmh opportunité, mh. d'en parler à mon fils aussi». Puis je me dis, Ah oui, oui. voilà, comme ça, il va pas découvrir ça à l'école, ou il va pas découvrir ça par quelqu'un d'autre. J'avais envie aussi que ce soit avec moi qu'on aborde un peu Mmh. ce sujet et la dernière fois, il m'a fait beaucoup rire. Ouais. On était, heu on était dans une station, d'autoroute. Mmh. On va faire pipi tous les 2 et je fais pipi, dans Karl et puis, «Ah mais maman, tu pas tes règles en ce moment?» Trop mignon. Trop mignon. Ah, il est au fait. Il est Il est au bien fait et ouais, ouais, j'ai trouvé et je me suis dit: «C'est bien, c'est il bien, c'est percute bien». bien. Ouais, ouais, c'est bien Karl. Comme ça, au moins, tu te moqueras pas d'une fille si, Exactement, il il y a normalise un le souci discours, à en l'éc fait. il va no Mmh. voilà, Et exactement et je c'est pense qu'on doit faire ça exa et tu vois, voilà, dans les garçons, ça l'éducation laisse rien. exactement, dans l'éducation qu'on doit proposer, je pense aussi, en intervention scolaire, en intervention de club, c'est pas que pour les filles, c'est que les mecs doivent être là en disant: «En fait, vous allez peut-être avoir une de vos coéquipières qui est pas bien, en fait, il faut juste que du coup, bah, vous lui Mmh, facilitez la vie ou alors vous mmh, essayez de savoir si elle a besoin de quelque chose parce mmh que mh, c'est normal». Donc normaliser ce mmh. discours, c'est pour ça qu'on pose cette question, ça contribue aussi à dire: «Eh, c'est OK d'en parler, en fait». C'est tout à fait ça, Mmh. c'est vrai. Donc Ouais, bravo de l'avoir ouais, dit à tes enfants, c'est trop cool. Je trouve ça génial, que ton fils soit au courant. Trop bien. OK. Bon, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que tu voudrais nous donner des recommandations? Est-ce que tu veux refaire un petit point, sur, ce qu'on doit retenir de ton intervention? Écoute, pour, le partage, j'avais envie de partager le livre qui est édité chez les éditions, Lavoisier, Mmh. qui est, l'activité physique, de la femme enceinte et de Mmh. l'accouchée. Bon, j'aime pas trop le Oui, ça fait de c'est hein? je oui, il y a un truc avec l'accoucher, mais c'est vrai que c'est Il y a un truc postpartum, avec, c'est peut-être trop anglais encore, voilà, c'est l'activité physique de la femme enceinte et de l'accouchée, donc qui a été, coordonnée par Benjamin Mmh Guinouilla, mh. qui est un prof d'épidémiologie que j'ai, la chance avec qui j'ai collaboré, en fait, dans ce livre aussi. Super. OK. J'ai partagé mon expérience de la course à pied, pendant la grossesse Mmh mh. et en gros, ça va, exprimer finalement, toutes les publications scientifiques concernant, l'activité. Donc c'est vraiment super intéressant quand tu veux, aussi toucher un public comme les gynécologues, les médecins, Oui. que tu Mmh. veux venir avec un discours, sur l'activité physique, mais que tu viens qu'avec toi, toi-même, Et tes et convictions et que tes formations. Ouais. exactement et donc franchement ce livre, moi je l'ai acheté avec les au gynéco avec qui je travaille. Super. Ça ils l'ont, je sais pas s'ils l'ont lu, mais en tout cas, ils ont pu, feuilleter et voir que c'était pas, du pipeau. Ouais. Et donc je pense que ça, c'est un ouvrage qui, en tout cas pour moi, m'a vraiment aidée à pouvoir aussi, venir en étant plus à l'aise avec ce discours de Mmh mh. bouger pendant la grossesse. Ça ne sortait pas simplement de mes croyances. Je Mmh sais que mh. j'ai beaucoup de biais, mais ça ne venait pas que de mes croyances et ça permettait aussi de mettre en perspective aussi, bah, cette nécessité de bouger et que voilà. Donc je pense que cet outil est intéressant. Mmh mh. Il parle aussi de certaines recommandations dans la reprise, en postnatal. Mais ça reste quelque chose d'assez général, d'accord? Donc C'est quand si même vous cherchez accessible pour du grand public?
C'est ou accessible pour ouais, du grand public, OK. oui. Oui, oui, quand même. Oui, oui, franchement, oui, oui, il y a effectivement de la littérature Oui, mais scientifique, c'est hein, mais référencé quoi, donc quelque part c'est référence tout à fait. mmh, Oui, oui, non, non, c'est référencé et oui, c'est assez facile à lire. C'est différents chapitres, du prénatal avec, les changements physiologiques, physiques, l'activité, l'accouchement et puis, le retour. Donc c'est bien mené, je pense que si en tout cas ça vous intéresse, d'en savoir un peu plus concernant les mmh, les données, les différentes études qui ont été menées, l'historique aussi, hein, il y a un historique sur l'activité physique enceinte. Ça, je trouve OK, ça vraiment toujours trop cool. intéressant de Ouais, comprendre un peu plus d'où on vient, exactement. Mmh. poser le contexte. Ouais, on en Heu, parlait, sur, il y a tu me posais la question d'une édition que je lisais, tu me demandais si c'était pas un peu vieillissant et en fait, j'essaye quand même de lire les anciennes éditions pour voir d'où on vient et c'est pourquoi très bien, mais certains, oui, ça demande plus de boulot, hein, des fois, c'est plus tout simple à quand tu fait, dois mais je faire l'ai un tour d'horizon ouais, de lire la ouais. dernière édition. Mais c'est vrai que des fois, c'est chouette quand il y a un chapitre comme ça qui permet de savoir aussi pourquoi le discours est tel qu'il est parfois chez des médecins où on n'est pas de la même génération, donc c'est intéressant de Exactement mmh. et je pense que ce livre maintenant, il est quoi? Il est de 2016? Parce que je crois que je l'ai acheté Heu, en celui où tu as intervenu? Celui de Benjamin? non, 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 il est ton livre. 2011, mais je crois Ah qu'il y a ouais. une réédition en 2014, mais il y a des Ah sur ouais, la donc tu vois, grossesse, c'est pas encore mis à jour sur l'édition que tu as pu faire avec Benjamin, là. Mmh. ouais, tout à fait. Donc ouais, donc effectivement, Sur mais d'autres comme tu aspects, dis, c'est correct. Après, le discours oui, est c'est sur le encore cycle, hein, paternaliste. oui, Moi, je m'intéresse à d'autres aspects dans ouais, ce livre, mais c'est vrai qu'il y a un discours encore très, patriarcal dans la gynéco, qui commence à changer quand même un petit peu et c'est vrai que ce livre, mériterait d'être mis à jour, ça c'est sûr, mais c'est un bon tour d'horizon quand même quand on commence et ouais. Bon, je le mettrai aussi dans les notes, mais je vois. mais je Un gros vais pavé, le tien. ouais, celui dont l'activité, de la femme enceinte et de l'accoucher, on le mettra dans les notes de l'épisode, il a une couverture Oui et bleue et puis il est oui, chouette aussi. couverture bleue et puis, il est pas très, enfin, c'est 120 pages. Mmh. Oui, plus accessible, C'est en effet. c'est plus accessible, tu vois? Tout à fait. OK et un petit mot de la fin? On doit retenir quoi? On doit retenir quoi? Ben, on doit retenir que je pense il faut se connaître, faites-vous confiance aussi, écoutez-vous et que ce soit, pendant la grossesse ou en postnatal avec son bébé, comment faire, Mmh. l'allaitement, on pourrait refaire, je sais pas, 12 podcasts en Ah fait, ouais, hein, je ouais, non pense mais sur, finalement sur ça. ah oui, bien sûr, mais on te Mais réinvitera au pire. voilà, l'allaitement, la mise en place Ouais. de la reprise de sa vie avec son enfant, ne pas s'oublier, Mmh mh. pensez à pensez à vous, en fait, aussi, même dès lors de la grossesse, en fait, hein. Mmh J'ai mh. envie de faire ça, ça va me faire du bien, ça va vous faire du bien et ça fera du bien à votre bébé. Mmh. Tout ce que vous allez faire qui vous anime, qui vous fait vous sentir bien, Ouais. c'est donner une chance à votre grossesse de bien se passer. Ça vous donne une chance aussi de mieux appréhender, cette période et de mieux vivre la parentalité qui est un bouleversement, dans la vie de chaque personne qui la Mmh mh. vit. Hem et n'ayez pas peur de démarrer une activité physique pendant la grossesse. OK. Parce Super. que ça va vous donner beaucoup de clés, beaucoup de chances pour améliorer votre qualité de vie, par la suite et de montrer la bonne voie à votre enfant. Mmh. Voilà. Complètement d'accord. Et aussi je rajouterais juste, il y a certaines personnes qui peuvent être très culpabilisantes, donc aussi faites, essayez de Oui, maximum de pas trop vous préoccuper de ce que pensent les autres, des remarques que vous aurez. Vous savez ce qui est bon pour le bébé, vous savez là, on a passé en revue un peu les grosses, ligne. lignes de ce qu'il faut faire. Il y a des contre-indications qui sont présentes et votre gynéco vous informera. Mais clairement, ne vous laissez pas non plus, dominés par, ce que les gens ont à dire. Ils ont toujours un truc à dire, donc en fait, Ouais, tout à fait. si vous avez envie, faites-le. Vous mettez pas en danger votre bébé, vous connaissez les symptômes, on les a décrits, donc voilà. Mmh. Ouais, tout à fait. Si les gens ont des questions, où est-ce qu'ils peuvent te contacter, Marion? Ils peuvent me contacter, par mail, OK. sans Tu aucun problème, le mail qu'on laissera, Ouais, je mettrai dans voilà. les notes de l'épisode, pas de souci. Voilà, parfois je suis pas hyper réactive, mais ne vous inquiétez pas, je finirai par vous répondre. Parfait et sur tes réseaux sociaux, il y a un endroit où tu publies un Oui, petit les peu réseaux ton travail? sociaux, Marion Guirab, parce OK. que le nom de famille de mon papa, c'est Ah, Guillou, OK, Guillou Rabalan, enfin voilà, OK, Guirab. Donc sur les réseaux sociaux aussi, sans problème, ça marche. ma page, je répondrai avec plaisir. Parfait. Tu commences à alimenter en plus un petit peu Un peu sur, plus. la grossesse, donc c'est chouette. Si vous voulez des Ouais, infos sur la grossesse et le sport, c'est un compte à suivre.
Tout à fait, c'est ça. Et puis, je propose aussi du suivi distanciel lors de la grossesse, même la reprise postnatale. J'ai vraiment envie de pouvoir faire profiter tout le monde. Alors, si vous avez envie Dans la limite des de... places disponibles, mais oui, oui, c'est ça, Non, mais voilà, c'est vraiment un souhait aussi de pouvoir proposer. Puis ça marche très bien, en fait. super. Je fais une séance visio, je fais un suivi personnalisé et ça marche bien. Bah, écoute, Voilà. c'est noté, comme ça, si certaines personnes souhaitent t'accompagner, elles savent qu'elles peuvent, se tourner vers toi, donc tant mieux. Voilà, merci Manon. Avec plaisir, merci à toi, pour tout ce temps et à très vite. Bye bye. À très vite. Merci à toi d'avoir été jusque-là. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré et des commentaires bien sûr. N'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir améliorer. Et dans notre prochain format d'interview, si tu veux écouter quelqu'un en particulier sur le sujet de la femme sportive, n'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou en DM sur Instagram. Allez, à bientôt!